quand on te sort de l'eau et que t'as des mecs, t'as six soldats avec des kalash qui sont en train de te pointer dessus, tu sais pas la décision. Tu sais, en un clic, ça peut être shoot et il tire et voilà. Et en fait, tu connais pas les décisions des êtres humains. Et ça, ça ce qui est le plus difficile à gérer lorsqu'on est dans des aventures. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature hors du commun. Explorateurs illustres, sportifs renommés ou encore simples amateurs, aventuriers du quotidien, Aventure épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure épique: l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur deux, et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Des aventures en plein air, à couper le souffle. Salut Rémi. Comment vas-tu, Guillaume? Ça va super, écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir dans ce 4e épisode d'Aventure épique. C'est le nouveau podcast que j'ai le plaisir d'animer qui est pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Ça va être le cas aujourd'hui avec ton aventure épique, la descente du fleuve Mekong en hydrospeed, un périple de 4400 km entre le Tibet et le Vietnam pendant 6 mois. Est-ce que c'est une aventure à laquelle tu repenses souvent, Rémi? Est-ce qu'elle t'habite au quotidien? J'imagine que c'est particulièrement le cas aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui est sous les feux de l'actualité, on peut le dire. C'est une période anniversaire pour cette aventure épique pour toi? Oui, j'y pense souvent parce que, eh bien, j'ai commencé avec l'Australie. On en a fait un podcast ensemble, donc tu es au courant J'ai du bien truc. suivi. Donc j'ai fait l'Australie. Puis ensuite, forcément, le Mékong a suivi par rapport à la prise de conscience sur l'eau, etc. Et des problématiques liées généralement sur l'eau. Après le Tour de France à la nage, etc., etc. Donc j'y pense souvent parce que lorsque je fais mes interventions, que ça soit dans les entreprises ou dans les écoles, souvent dans les écoles, eh bien, je remonte le fil pour expliquer un peu aux enfants mon petit parcours et je leur explique les problématiques qu'il y a à l'autre bout de la planète sur le Mékong, même si ça paraît très très loin, on peut avoir des retombées chez nous, autres que en grosse quantité avec des gros déchets plastiques, etc. Mais on peut avoir eh bien, une forme de pollution qui arrive par chez nous parce que on vit tous sur le même caillou et que les flux, les courants, etc. sont propices à eh bien, se promener partout sur la planète. Donc j'y pense souvent, et puis j'y pense souvent parce que ce que j'ai apprécié sur le Mékong, très différent par exemple de l'Australie, parce que l'Australie reste un pays de blancs, même s'il a été colonisé par énormément de personnes, et qu'il y a quand même les aborigènes qui sont vraiment, qu'on leur emprunte en plein milieu du bush australien. Mais l'Australie reste un pays de blancs, donc il n'y avait pas cette barrière si difficile à percer parce que les blancs que tu rencontres sont, j'allais dire, un peu comme toi et moi, quoi. On vit, c'est classique, quoi. On a un mode de vie, on a une culture qui se ressemble, qu'on soit dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord. On reste des gens, des caucasiens avec une culture assez classique. Là, tu pars en Asie, et j'ai commencé effectivement par le Tibet avec la Chine, tout ça. Et là, tu casses complètement les codes de ce qu'on a l'habitude d'avoir par chez nous, avec une autre mentalité, une autre façon de vivre, une autre façon de manger, de respecter les gens, tu vois. J'ai beaucoup apprécié ça, tu vois, sur le Mékong, avec le respect des vieux, par exemple. J'avais beaucoup aimé. Les vieux restent dans les maisons parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de les mettre à différents endroits, donc ils conservent leurs petits vieux, ils conservent leurs parents, etc. Et c'est vraiment un vrai bouleversement. Et j'ai apprécié ces moments-là. Ouais. Et puis il y a de l'actualité puisque tu as documenté cette aventure et ça fait 10 ans Exact. quasiment jour pour jour. Et donc il y a un projet autour de ça et puis une bande-annonce qui vient de sortir là qu'on peut retrouver sur tes réseaux. C'est ça. Et en fait, j'ai filmé effectivement toute cette traversée. J'étais tout seul, en totale autonomie, sans assistance. J'avais mes petites caméras pour filmer toute mon aventure. Et j'ai gardé tout ça précieusement. Et je savais pas quoi en faire, en fait. Je savais pas comment le sortir. Les débuts, tu vois, c'était les débuts de YouTube en 2013, mais je connaissais rien, je savais pas monter, je savais rien faire de tout ça. Je pense que chacun a son travail. Hein. On peut pas être bon partout. Je suis bon dans l'aventure, l'exploration, mais montage vidéo, c'est pas mon truc. Et donc, je cherchais quelqu'un qui puisse vraiment le faire correctement et transmettre, en tout cas, le message que j'essayais de faire passer en 2013. Au fil du temps, forcément, tu rencontres de plus en plus de personnes et j'ai rencontré Benoît Pradel qui travaille pour la Mobilette Jaune, une boîte de prod sur Lyon
et je lui en ai parlé et je trouvais que c'était un bon moment pour revenir sur ce projet 10 ans après, me dire, on sort un film 10 ans après l'aventure. Comment Rémi Camus a évolué entre ce que Rémi Camus pensait en 2013 en voyant les immondices qu'on peut trouver sur le fleuve Mékong, la quantité de détritus, de déchets en tout genre à la surface, et ce que je pense en 2023 par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport à notre croissance, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Et pour moi, c'était voilà important de le faire comme ça, et j'ai été ravi de collaborer avec la Mobilette Jones, qu'on s'est bien marré. On a bien rigolé. Je pense qu'on a fait un truc qui est plutôt pas mal et qui, j'espère, suscitera de l'intérêt dans des festivals. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le regarder. J'invite nos auditeurs à y jeter un œil. Je mettrai les liens nécessaires et puis on lui souhaite surtout une belle vie dans les festivals à venir. Là, c'est voilà, tout C'est ça, gentil, vous hein. êtes en train de démarcher, d'avancer, mais voilà, on espère qu'il y aura plein d'occasions d'aller le voir sur un bel écran, un grand, un beau. Ouais, c'est ça. Rémi, en guise d'amorce d'épisode, j'ai pour habitude de me plonger dans l'actualité. Donc je regarde Google Actualité, je tape le mot-clé de l'aventure épique qui va nous intéresser, et puis je regarde un peu ce qui sort, et puis je vais chercher une question qui est en Il n'y lien a pas avec trop de ça. garde Ouais, alors? alors il y a beaucoup de trucs un peu durs. J'ai trouvé un truc un peu plus décalé. TF1 avait consacré pendant l'été un reportage qui était lié au dernier représentant d'une espèce mystérieuse et menacée qui vit au cœur d'une forêt engloutie dans les eaux troubles d'un tronçon du Mékong au Cambodge. Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être, cet animal mystérieux? Alors, je suis pas tout à fait sûr, mais j'aurais dit peut-être un dauphin Bravo. rose qu'on a entre le sud du Laos et le haut du Cambodge et qui est menacé d'extinction parce que la population locale a besoin de vendre la production de pêche parce qu'ils ont pas grand-chose, donc ils balancent des filets et le dauphin est un mammifère et donc a besoin de respirer à la surface et ils sont bloqués dans les filets. Je dirais que c'est ça. Bravo, Rémi. Bravo, je suis impressionné. C'est exactement ça. C'est le dauphin du Mékong. C'est une espèce qui est menacée, donc qui est réfugiée dans ce tronçon du fleuve au Cambodge. On en connaît le nombre exact aujourd'hui parce qu'ils sont surveillés de très près. Ils sont 84, voilà, pas un de plus. Donc ils sont placés désormais sous haute protection et ils sont effectivement en péril pour ce que tu évoquais, la Passionnant. pêche, les barrages et puis la pollution du fleuve. Tout ce que tu vas pouvoir un peu nous raconter aujourd'hui et qui s'applique à la faune comme à l'humain. Et tu sais que j'en ai vu hein, quand j'ai descendu le Mékong. Très près. Ok. Très très près. Mais l'inconvénient, c'est que lorsque tu descends un fleuve en hydrospeed, donc tu es immergé dans l'eau, l'eau ne fait pas bon ménage avec l'électronique. Donc j'avais des caméras vidéo, pour pas citer, des petites caméras embarquées étanches. Sauf que tu peux pas zoomer, tu peux pas faire autant de choses bien qu'une vraie caméra, etc. Et donc j'ai vu des dauphins roses à environ une vingtaine de mètres de moi. Eh ben, écoute, tu m'apprends qu'ils étaient roses. J'avais pas cette info. Je savais juste que c'était une espèce très menacée. Ouais, c'est très joli à voir. Rémi, on va commencer par une traditionnelle question de présentation. C'est le moment pour les auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ou que partiellement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi avant qu'on remonte un peu dans ton passé et puis qu'on s'attache ensuite à ton aventure épique dans le Mékong? Rémi, il est né en 1985 dans une région Centre-Val de Loire, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Doulchard. Il a grandi en plein milieu des champs et il a travaillé pendant 8 ans dans la restauration avec un bac technologique en restauration en poche. Et à la suite d'un bouquin, il s'est lancé dans sa première aventure en 2011 où il a traversé l'Australie en courant. 2013, eh bien, il a fait la descente du fleuve Mékong en hydrospeed. 2017-2018, j'ai participé à une émission sur M6 où j'ai gagné. Et 2018, j'ai fait un Tour de France à la nage. Et récemment, j'ai bouclé la traversée entre Calvi et Monaco à la nage en totale autonomie et presque sans assistance en tractant une plateforme de 180 kilos pour être autonome en pleine mer. Tu vas nous raconter tout ça en détail. Rémi, ton goût pour l'aventure, est-ce il a été présent dès très jeune pour avoir déjà échangé avec toi? Je sais qu'il y a eu un déclic autour de la lecture d'un bouquin que tu as trouvé sur un marché. Donc là, tout a basculé et finalement, le champ des possibles s'est ouvert à toi. C'était quoi, toi, ton enfance et ton intérêt pour l'aventure? Est-ce que tu avais déjà cette envie un peu de pousser les murs, d'aller dehors, de prendre des risques, de tenter des choses, d'aller à la rencontre de l'autre? Bah, tu sais, je vivais à la campagne, hein, mais vraiment la campagne. Donc, on passait les mercredis et les week-ends dehors. Et j'avais souvent pas très le choix. Enfin, c'était pas autorisé de rester à la maison, d'allumer la télé, de regarder la télé et des conneries à la télé. Mon père, quand il débarquait, et les télés à la télé, c'est dehors, les gamins. Je fais, mais on va faire quoi? Je fais, mais j'en ai rien à faire. Il fait beau. Vous allez dehors. Donc, on passait nos journées dehors.
Et quand il se mettait à pleuvoir, on me fait, mais non, mais vous allez dehors. Il fait, mais il pleut. Bah, c'est pas des gouttes d'eau qui vont donc vous restez dehors. Ok, donc bah, tu vas chez les uns et les autres, tu vas dans les bois, etc. Tu te construis des cabanes. J'ai vraiment grandi en pleine campagne. La forêt la plus proche, elle était à 300-400 mètres de la maison, tu vois. Donc on passait tout le temps, les mercredis, les week-ends dans la forêt. Quand c'était l'hiver, je partais avec mon père, on partait faire du bois parce qu'il fallait eh bien faire chauffer la maison l'hiver et donc on avait juste une cheminée, donc il fallait aller couper le bois. Donc je partais au bois avec mon père, j'avais 6 ans, 7 ans, tu vois. J'avais déjà ma tronçonneuse. C'est moi qui coupais les morceaux de bois en 1 mètre avec ma tronçonneuse. J'avais 6 ans. Je suis jeune papa d'une petite fille de 15 mois. Le jour où, je sais pas, pour X raison, j'achète une maison avec un poêle à bois et que je dois aller faire du bois, jamais je laisse une tronçonneuse à ma fille de 6 ans pour qu'elle coupe des morceaux de bois d'1 mètre. Donc je sais pas si, tu vois, il y avait une prédisposition ou si mon père était inconscient des risques ou il me faisait juste confiance, tu vois. Mais j'ai vraiment vécu en pleine campagne et on passait plus de temps à construire des cabanes et à allumer des feux, etc., qu'à être en ville. La ville me faisait très très peur. J'avais un sentiment de d'oppression, j'avais l'impression que les gens te regardaient et que tu étais différent, tu viens de la campagne, donc forcément tu as l'air d'être plus un bouseux. Et puis il y avait trop de monde, trop de circulation, trop de bruit, trop de klaxons. Nous, quand on partait en ville, toi, quand j'avais à peu près 14-15 ans, on avait tous des mobylettes. Moi, j'avais une moto de cross. On partait en ville. Les feux rouges, on savait pas ce que ça voulait dire. Des stops non plus. On roulait n'importe comment. On roulait sur les trottoirs. Enfin, c'était vraiment Mad Max qui débarquait en ville, Avec quoi. les tronçonneuses sur les motos. Alors ça, je l'ai Non, pas, je l'ai t'as pas pas fait. jumelé les deux? Ouais. Je l'ai pas fait pour aller en ville. Par contre, effectivement, on avait un terrain de cross qu'on avait aménagé dans le village juste à côté de chez mon père. Et il y avait souvent des arbres qui nous gênaient pour pouvoir faire les buts. Et j'accrochais la tronçonneuse de mon père sur le garde-boue avant de la moto de cross avec juste des sangles. Et je partais dans la forêt, sauf j'étais en short avec basket, juste un t-shirt, lunettes de soleil, Nickel. pas de casque, rien du tout. Et on roulait à fond la caisse. Enfin, c'était irresponsable à souhait. Je sais pas s'il faut, tu vois, si les gens doivent À ne écouter pas ça et reproduire chez reproduire soi, ça, effectivement, mais ça en on tout me cas le dit. reproduire. Ceci a Ni été en fait dehors par de un chez vrai. soi. Donc voilà, j'ai toujours aimé ce côté très nature. Et mes premiers voyages m'ont réconforté dans l'idée que ça pouvait être non pas un mode de vie, mais en tout cas une vie qui tend à être plus dans mes valeurs et un peu plus de liberté. C'est quoi, toi, tes premières images d'aventure ou d'aventurier? Est-ce que tu as été bercé aussi là-dedans? Ou en tout cas, est-ce que tu as creusé un peu le sujet? Il y a eu ce déclic-là dont on n'a pas encore détaillé, qui date de 2010. Mais avant ça, est-ce que tu passais ton temps à lire des bouquins ou à avoir des référents ou des icônes d'aventure qui t'inspiraient? Moi, j'ai aimé beaucoup Sir Edmund Hillary quand il avait fait l'Everest en 53 et c'était des récits d'aventuriers qui me berçaient, qui m'embarquaient. Tu vois, j'aimais beaucoup lire, même si ça paraît pas être de l'aventure en tant que telle, mais j'adorais lire les Tintins. Je passais des soirées et plus maintenant parce que mon papa est parti, est décédé, mais quand j'allais dormir chez lui, tu vois, j'ai 38 ans, il y a encore 2-3 ans en arrière, quand j'allais dormir chez lui, j'ai toujours une pile de BD de Tintin posée juste à côté de la table de chevet et tous les soirs avant de me coucher, alors que je connais les BD par cœur et que je les ai lus mais des millions de fois, je me remettais dedans à lire les BD parce que je trouvais ça passionnant de se dire, le mec en 2 pages, il est parti à l'autre bout du monde, tu vois. Il est déjà en train de trouver une solution. Pourquoi est-ce que l'oreille est cassée, tu vois. Et je trouvais ça passionnant, tu vois. Ça t'embarque et c'est ce que j'essaie de transmettre, tu vois, aux gamins, à mes enfants, de leur faire prendre conscience de tout ce potentiel. Et j'étais bercé par ça, j'aimais beaucoup. Ouais. Ce fameux déclic, donc, est-ce que tu peux nous en parler? C'était en 2010 sur une foire. C'était en Bretagne de mémoire, c'est ça? Si je dis pas Exactement, de c'était bêtises. sur une brocante en Bretagne, dans un tout petit village avec beaucoup trop d'exposants à mon goût, trop de monde et trop de bazar. Par contre, la bière était bonne, donc c'était plutôt un bon point pour moi, vu que j'étais dans la restauration et je goûtais les mets localement implantés. Un Et vrai donc j'étais, professionnel. et ouais, bah, soit tu y es, soit tu ne l'es pas, tu vois. Et moi, j'aimais bien que ce soit bien pro, quoi. Donc j'étais parti au bar du coin goûter la bière bretonne. Mais effectivement, quand tu as bu 2 pintes de bière et il est 10h30, 11h du matin, tu te dis que ça serait peut-être bien de retrouver ta maman avant de finir complètement rompilon sous le bar. Et en repartant, j'ai rencontré voilà, une femme qui vendait plein de livres. Et je feuilletais, mais
sans vraiment chercher quoi que ce soit, hein, parce que généralement, c'est pas quand tu cherches que tu trouves, c'est vraiment au hasard, des choses, des rencontres. Et j'ai rencontré voilà, cette femme, elle vendait tous ces bouquins, et j'ai trouvé un livre au cœur des Amériques, d'un Français qui avait traversé donc toute l'Amérique en courant. Et voilà, et j'ai pris le bouquin qui m'a pas coûté bien cher, je crois que je l'ai payé 5 balles. T'as été interpellé par la couverture, non? C'est ça qui t'a. Elle était déjà l'expression un peu de la liberté, du champ des possibles, c'est ça? Ouais, bah déjà juste au cœur des Amériques, je sais plus laquelle couverture c'était parce qu'il y avait Il est plusieurs pas livres. torse nu devant un camion, c'est pas ça l'histoire? Alors ouais, soit il est en train de courir devant un camion en plein milieu de New York ou un truc comme ça, ou alors il est en train de courir sur la panaméricaine et tu vois les montagnes derrière. Il est avec sa petite veste, son petit sac, et il a les deux pieds. La photo est super parce qu'il a les deux pieds hors du sol comme s'il volait. Waouh, truc de ouf quoi. Et quand tu lis le petit synopsis, tout ce qui est écrit derrière, ça t'embarque tout de suite. Tu te dis, ah, putain, 24 000 km en courant, habillé comme ça, ah, faut le faire quand même. Et j'ai feuilleté rapidement, il y avait quelques photos dedans, et je dis, ah, franchement, ça embarque tout de suite à l'aventure. Et quand je suis rentré le soir, j'ai lu ce livre, et je me rappellerai toujours quand je suis redescendu voir ma mère qui était en train de prendre son café avec sa robe de chambre. La télé était allumée, il y avait un petit magazine à côté, puis elle était en train de prendre son café. Et je dis, je viens de finir le livre et tout. Elle fait, ah, t'as bien dormi? Je fais, mais j'ai pas dormi encore et tout. Ah, d'accord. Elle fait, qu'est-ce qu'il y a du coup? Je fais, je viens d'avoir une idée, je vais traverser un pays en courant. Ah, ok. Bah, tu as fini ton café, on verra après. Et Et attaque par ça, le Luxembourg. ouais. Et après, tu feras le Luxembourg, ça sera plus petit. Et je me rappellerai toujours, tu vois, de ce bouquin parce que c'était pas la course à pied qui était le plus ouf dans son projet parce que bah, je me dis, n'importe qui peut le faire. Et c'est vrai. Plein de personnes m'ont dit, Rémi, je peux pas faire la descente du Mékong, je peux pas faire le Tour de France à la nage, je peux pas traverser la Méditerranée de Calvi à Monaco en tirant une plateforme. Comment tu fais? J'ai dit, bah alors pour courir, tu mets un pied devant l'autre, et si tu répètes ça souvent, eh bien t'avances. Nager, et c'est un peu la même chose. Tu mets un bras, tu tires, tu mets l'autre bras, tu tires. Si tu fais ça et tu répètes le mouvement plusieurs fois, ben tu vas avancer en fait. Les super-héros, ça n'existe pas. Personne est né sur Krypton, personne ne s'est volé. On se donne juste les moyens et on a des valeurs et on s'accroche à ça et on avance. Et ce que j'aimais beaucoup dans son livre, eh bien, c'était toutes les rencontres qu'il faisait au quotidien. Et c'est ce qui m'a bercé dans mes voyages, hors aventure, mais vraiment juste les voyages. Quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, quand j'ai vécu en Angleterre, quand je suis parti vivre en Pologne, quand je suis parti en Asie, en Australie, quand je suis parti en Amérique latine. Ce que j'ai apprécié, c'était la rencontre avec la population locale et ce qu'ils étaient capables de t'offrir en n'ayant rien. Et c'était ça ce que je trouvais de beau dans le partage, c'est que les gens, souvent, eh bien, t'accueillaient les bras ouverts, n'attendaient rien du tout en retour, et quand tu leur sortais un billet pour les remercier, ils se débrouillaient pour te regarder avec beaucoup d'amour dans le regard, et ils refermaient ta main sur le billet, et ils te disaient simplement Please come back, ou un truc comme ça. Et ça, bah, c'est très touchant, tu vois. Il n'y a aucun échange de deniers, il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a rien. Il y a juste du partage, de l'amour, du respect entre des gens. Et c'est ce que je trouvais magnifique dans son récit. Et je me suis dit, je veux vivre ça, je veux voir la générosité des gens différemment. Pour nos auditeurs les plus avertis, là, en faisant un peu attention aux dates, cette rencontre avec ce livre, c'était en 2010. L'Australie, ça a été en 2011, donc on peut se dire que ça a été très vite. Est-ce que tu penses que finalement c'est cette forme de confiance et puis peut-être un brin d'insouciance qui a fait que tu as pu un peu remuer ciel et terre pour tout mettre en œuvre, pour te lancer dans ce premier grand défi qui a été cette traversée de l'Australie en solitaire? Parce que voilà, ça t'a pris une grosse année. Il a fallu aller convaincre des partenaires, voilà, il a fallu échafauder le plan, mettre en place ces petites carrioles pour transporter tes affaires, tout ça. Enfin, ça a été très vite. Est-ce que toi, tu y allais avec relativement de naïveté et puis ton enthousiasme pour finalement embarquer les gens dans ton projet? Je crois que tu as raison, hein. Il y avait beaucoup de ça. Parce que maintenant, avec du recul, pour avoir monté ma quatrième exploration et voir les enjeux qu'il y a derrière et la difficulté que c'est de monter quelque chose de plus en plus gros avec de la communication, du marketing, etc. Il y avait beaucoup de naïveté parce que tu sais jamais dans quoi tu t'embarques vraiment. Et puis quand tu pousses un petit pion sur l'échiquier, tu dis oh merde, il y a tout ça encore à pousser. Et hop, tac, 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 t'avances jusqu'au jour où tu y arrives et puis tu te rends compte que avec du recul, ben, c'était pas parfait parce que c'était la première aventure et qu'effectivement, beaucoup m'ont demandé si tu voulais revenir en arrière, est-ce que tu changerais les choses? Alors,
il y a d'un côté le nouveau Rémi, après beaucoup d'années d'expérience, qui dirait effectivement, il y aurait ça à modifier, ça, parce que bah, j'ai accumulé suffisamment d'expérience pour avoir de l'expertise dans un domaine. Maintenant, si je parle au Rémi que je pourrais rencontrer, qui a 25-26 ans, pour lui dire tu vas t'embarquer dans ta première aventure, si j'avais un conseil à lui donner, c'est bah, vas-y, fonce mon pote, de toute manière, tu vas faire que de la merde, tu vas faire des erreurs, mais c'est pas grave, c'est justement ça qui fera que tu vas mûrir, tu apprendras, tu tomberas, tu te relèveras, et ça fonctionnera. D'un côté, non, j'ai pas envie de devoir modifier les choses parce que c'est ce qui m'a permis d'apprendre énormément dans un métier qui n'existait pas sur le papier, quoi. J'ai créé un métier en soi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là, au gré de ton expérience accumulée, et puis voilà, des explorations, tu as réalisé ta notoriété, est-ce que tu as le sentiment que c'est plus facile de convaincre aujourd'hui, ou est-ce que finalement tes projets sont plus ambitieux, donc finalement tu reportes cette difficulté à convaincre des partenaires avec des ambitions qui sont évidemment un peu à la hauteur du projet que tu as et qui s'est développé avec les années? Il y a un peu des deux, mais en 2010, quand j'ai commencé à mûrir ce projet, être aventurier explorateur, c'était, enfin, très peu faisaient ça, tu vois. On n'était pas non plus beaucoup à se lancer. Il y en avait, hein, mais pas autant. Donc, trouver des partenaires, c'était pas trop compliqué, mais il fallait réussir à toucher ces personnes. Et on est en 2023, et en fait, c'est très simple de rencontrer les personnes que tu souhaites, parce qu'on a des moyens et des outils digitaux, que ce soit les réseaux sociaux, etc., qui te permettent facilement d'entrer en contact avec telle ou telle personne. Malheureusement, on n'est plus tout seul sur le marché, il y a d'autres personnes, et maintenant on mélange beaucoup tout cet univers entre l'aventure, l'exploration, les voyages d'aventure, et tout est un peu mélangé, où on rajoute du YouTube par-dessus, de la création de contenu avec des punchlines assez putaclic. J'ai survécu une semaine dans la jungle. Ça n'aide pas forcément la recherche de sponsors par rapport à des valeurs qu'on essaye de défendre. La chance que j'ai, c'est que moi, je me suis accroché à mes valeurs, j'y tiens, et c'est ce que je mets en avant avec mes partenaires et mes sponsors. Je leur dis, si vous voulez faire du one shot, ça ne marchera pas avec moi. Ce que je veux, moi, c'est que ça dure dans le temps et qu'on essaye de véhiculer un message fort pour faire changer les choses. Moi, je suis conscient des problématiques dans lesquelles on est, et si vous voulez que on avance et que ça soit pas perçu par plein d'autres comme du greenwashing ou juste un produit de marketing, de communication, dire ouais, on a aidé machin parce que je fais, moi ça marche pas, ça m'intéresse pas en fait. C'est juste pour faire une fois, ça sert à rien. Par contre, si on est là pour développer les choses, ça marchera. Donc c'est pas plus difficile, c'est juste différent, et la façon de jouer est juste différente cette fois-ci. On arrive au moment de cette introduction qui s'appelle l'Instant Plus. Je te propose de revenir sur tes expériences ou sur un moment en particulier qui a été le plus quelque chose. Première question pour toi, la plus exigeante à ce jour. J'ai pas eu de moments plus exigeants, etc. Et l'Australie a été très exigeant parce que c'était voilà, la première fois, et je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Le Mekong a été très exigeant en termes de ressources mentales et de relations humaines. Savoir parler à une population locale qui ne parle pas anglais, pour certains analphabètes malheureusement, ne sachant pas lire, etc. Tu te retrouves très rapidement coincé avec des gens où tu dois souvent dessiner sur le sol et prendre du temps tout en souriant, sachant que tu viens de te taper 14-15 heures de palmage. Ça, c'est très très dur parce que t'en peux plus, t'es éclaté, t'as qu'une envie, c'est de dormir, mais eux viennent de t'accueillir chaleureusement chez eux et ils veulent des réponses à leurs questions. Et la barrière de la langue rend très difficile cet exercice et puise énormément dans le mental. Le Tour de France à la nage a été un exercice très mental, parce que au-delà de l'effort physique de devoir nager au quotidien pour avancer et faire les 12 heures de nage par jour, tu as la tête qui reste dans l'eau, tu as tes lunettes sur le visage. Les lunettes ne voient uniquement que le bleu de l'eau. Tu lèves la tête, tu vois le bleu du ciel. Tu as les oreilles qui sont plus ou moins immergées dans l'eau, dont tu entends juste des bleu 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 bleu. L'iode qui vient perturber tes sens, le nez, le goût, l'odorat, etc. Le toucher qui reste quelque chose de instable,
parce que tu es dans de l'eau. Donc quand tu appuies avec tes mains, il n'y a rien qui se passe. Tu n'as pas un appui qui est net, qui est franc. Ça reste quelque chose de liquide qui coule entre tes doigts. Donc tu viens perturber tes sens. Et ça a été très challengeant pendant les 3 mois et demi, tu vois, de se remettre dedans tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il n'y a pas eu une aventure plus difficile que les autres. La traversée Calvi-Monaco a été un vrai calvaire sur la gestion de l'effort après la nage. Gérer sa bouffe, gérer son eau. Je te jure, désaliser de l'eau de mer avec un filtre et pomper comme ça tous les jours pour avoir 1 litre d'eau pour que tu puisses boire quelque chose, réhydrater tes repas, pendant que juste à côté, à environ 30-40 mètres, tu as le voilier qui est rattaché à toi parce qu'on dérivait ensemble la nuit pour pas avoir trop de problèmes. Et tu les entends rire sur le voilier et tu sais qu'ils sont à côté et tu sais qu'ils ont de l'eau, ils se débouchent une bouteille et tu leur dis putain, bande de salauds, va. Et là, ça, c'est très très difficile parce que t'as pas le choix, tu es tout seul dans ta galère, il y a de l'eau partout, impropre à la consommation. Le moment le plus déstabilisant, est-ce qu'il y a la situation dans laquelle il y a rien que tu connais, où t'as pas de repère, quoi? Les situations déstabilisantes restent. C'est l'humain? Ouais, c'est l'humain. Ça reste la rencontre avec l'humain parce que même si tu mets tout en œuvre pour que les choses se passent bien, et quand la décision ne vient pas de toi, c'est pas toi qui peux dire je fais ça, mais c'est un être humain qui a une hiérarchie par rapport au pays, etc., et qui décide des règles. Ça, c'est difficile parce que tu sais pas comment l'aborder, tu sais pas comment ça va se passer. T'as beau être chaleureux, généreux, souriant. Alors ça t'aide, hein, forcément, hein. Si t'arrives et que tu fais la gueule et que tu commences à les insulter, ça marchera pas. C'est sûr que si t'arrives avec un grand sourire, t'es avenant, etc. Bon, je dis pas que le travail est bien fait, Tu mets plus mais de t'as chances de ton forcément, côté. voilà. Mais quand tu te retrouves arrêté pour trafic de drogue, trafic d'armes, espionnage à Vientiane au Laos, et tu sais pas du tout comment ça va se passer, que tu te retrouves plusieurs fois au commissariat central, ils t'ignorent complètement. Enfin, tu es devant eux, c'est eux qui te demandent de venir, et ils t'ignorent complètement. Là, c'est dur, parce que tu sais pas du tout comment ça va se passer. Tu n'es pas dans ton pays, c'est eux qui contrôlent les choses, c'est eux qui ont les cartes en main, et il faut accepter les choses. Et ça, c'est très difficile quand tu maîtrises pas les situations. Même, tu vois, quand je me suis fait sortir de l'eau sur l'un des plus gros barrages au monde, sur le Mékong, quand on te sort de l'eau et que t'as des mecs, t'as 6 soldats avec des kalash qui sont en train de te pointer dessus, tu sais pas la décision. En un clic, ça peut être shoot et ils tirent et voilà. Et en fait, tu connais pas les décisions des êtres humains. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile à gérer lorsqu'on est dans des aventures. On a parlé en préambule de notre échange de ta petite fille. La première aventure que tu lui raconteras, si c'est pas déjà fait. Elle est un peu jeune, mais Ah bah c'est mon livre que je lui lis comme histoire le soir. Bah, c'est pas qui est le mec qui est dedans, mais c'est pas grave. Je lis, tu vois, quelques petites pages, tout ça, avant qu'elle. Je suis en train de lui lire le truc. Je me dis, le jour où elle se posera des questions, ah, c'était rigolo ton petit bouquin là, papa. Il faisait des trucs assez drôles, le monsieur là. Voilà. Donc, je verrai après sa réaction, mais je lui lis, voilà, des petits passages du livre que j'ai écrit. l'aventure dont tu voudrais revivre les émotions en même temps que ce soit possible. Toutes pour des raisons différentes. Ouais, je rêverais, mais vraiment, hein. C'est même pas, je dirais même pas l'aventure en elle-même, mais tout ce qu'il y a eu avant, tu vois. On n'en parle jamais assez, et à chaque fois, les gens, ce qui est dommage, hein, bien entendu, on regarde les aventures que pendant l'aventure. J'ai quelques personnes, moi, qui me suivent, mais même sur les phases avant, sur la préparation, et c'est des phases que j'aime beaucoup parce que tu as des hauts et des bas, tu as des moments difficiles, etc. Et je trouve que c'est des beaux moments de partage, de rencontres, d'émotions. Je me rappellerai Armel, qui est en Bretagne, qui est une fan assidue. Et je sais que tu écouteras Armel, je sais que tu écouteras. Armel, une fois, m'a dit, Rémi, oh, c'est tellement impressionnant. Tu as réalisé ton aventure du Calvi Monaco. Je suis trop contente pour toi. Je me souviens, quand tu avais fait une story, tu avais ramené ta petite maquette et tu étais dans le train et tu nous montrais la petite maquette qui allait être l'engin que tu allais tracter. Et en fait, ça m'a rappelé tous ces moments, tu vois, que j'ai eu sur la phase de préparation. J'aimerais beaucoup, énormément revivre. Je sais pas si c'était moi qui le revivrais ou d'avoir un mois détaché pour regarder la situation.
mais je sais pas ce que je donnerais pour repasser du temps avec mon papa, tu vois, à construire la remorque quand j'ai traversé l'Australie, parce que c'était des moments. Mon père n'est plus là, mais c'était une grande gueule qui ronchonnait tout le temps, qui gueulait toutes les 5 minutes, qui voulait pas la faire cette putain de remorque. Et j'en ai marre, ta remorque de merde. Et il l'a quand même fait. Et c'était des moments de partage dans le garage où on essayait de construire, de réfléchir, etc. Où on a commencé à construire une remorque avec 2 roues. Et je dis, mais putain, mais je vais pas m'amuser à tracter un machin comme ça va tomber en ruine, ça va être... Il fait, ah, c'est bon, tu me saoules, on va mettre une troisième roue. Et toi, ça, c'est des moments que j'aimerais beaucoup revoir parce que c'était très drôle. Ouais. Est-ce que ça veut dire que finalement la finalité, c'est pas nécessairement d'aller au bout de l'aventure? Est-ce que tu peux te satisfaire du chemin? Complètement. D'ailleurs, c'est ce que je dis à énormément de personnes qui se lancent dans l'aventure. Je leur dis, ne zappez surtout pas la préparation. C'est une phase extrêmement importante qui est, en plus de ça, très agréable, même s'il y a des hauts et des bas. Et le jour où vous allez réaliser, où vous lancez dans votre aventure, eh bien justement, ça s'appelle une aventure. C'est-à-dire que si vous décidez, je sais pas moi, de traverser la France en courant, par exemple, et qu'au bout du deuxième jour, vous vous faites piquer par un truc, etc., et que vous devez modifier votre aventure, ben, c'est pas grave. En fait, votre aventure, vous êtes en train de la vivre. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et c'est ça qui est excitant. C'est pas le fait de courir. Si c'est juste de partir du point le plus dans le sud de la France pour aller au point le plus au nord et de dire ah, j'ai couru, je me levais le matin et je courais, et le soir je me couchais. Et il s'est rien passé. Non, voilà, j'ai juste couru. Ah d'accord. Bah, c'était chiant en fait ton truc. Alors que d'avoir toutes ces péripéties, c'est ça qui fait que l'aventure est belle, magique et voilà. Beaucoup de personnes à chaque fois quand ils viennent me parler par rapport à des aventures ou des voyages, et c'est le moment de partir, soit pour l'expédition, l'exploration, l'aventure ou le voyage. Je vais les voir et je leur dis, eh bien, je te souhaite vraiment que de la merde. Il fait, ah, c'est vraiment pas cool. Je fais, non, non, je te jure, je te souhaite vraiment que de la merde. Et quand tu reviendras, tu m'en parleras et tu seras content. Parce que c'est les mauvais moments, on s'en souvient. Et après, ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'un mauvais moment? Ça peut être tout ou rien du tout. Même, j'allais dire, se prendre une balle dans la tête, c'est pas un si mauvais moment que ça, parce que t'as pas le temps d'y réfléchir, hein, c'est terminé. Mais au final, quand on revient en arrière, eh bien, on a passé un chouette moment, on a eu plein de galères, et c'est ce que j'avais écrit dans mon livre. On sourit des bons moments, et on se souvient des mauvais moments, et on se marre des mauvais moments. Parce que c'est à travers les mauvais moments où on a des bonnes surprises, et on se dit, tu te souviens à ce moment-là? Oh la galère, comment on en a bavé et tout. Et à la fin, bah, c'est qu'un beau moment. Il y a juste un petit décalage dans le temps. Sur l'instant, c'est peut-être un peu désagréable et ça devient très vite un souvenir. Exactement. Rémi, ton moteur aujourd'hui, là, c'est quoi ce qui entretient la flamme? Qu'est-ce qui te donne envie du coup d'après, de l'aventure d'après? Ce qui me donne l'envie de l'aventure d'après, je dirais que c'est les suites logiques. Toutes mes aventures, elles ont un lien. J'essaye de continuer ce lien parce que pour moi, c'est important. Et c'est ce qui fait le fil conducteur de la suite de mes aventures. Moi, faire une aventure sur la plus haute montagne du monde, en pleine mer, à tel endroit, pôle Nord au pôle Sud, juste pour dire j'ai battu un record, j'ai fait ça. Si ça peut convenir à certains aventuriers et aventurières, c'est très bien. Moi, c'est pas du tout ce qui me motive. C'est le message qu'il y a derrière, au-delà du dépassement de soi. Mais voilà, là, j'aimerais beaucoup mettre plus de valeur dans la partie scientifique de l'aventure. C'est ce qu'on a fait sur le Calvi Monaco. C'est ce qu'on va faire par la suite en discutant avec le laboratoire avec qui on a travaillé pour justement poursuivre les analyses et voir ce qu'on arrive à faire eh bien, de ces boudins de cheveux qu'on a tractés pendant la traversée. C'est vraiment apporter des réponses au corps scientifique. Merci beaucoup Rémi. On va clôturer cette introduction avec une rubrique qui s'appelle Uno. C'est quelques questions. Donc voilà, si tu veux bien me répondre en rafale autour du chiffre 1, c'est des questions qui ne sont pas forcément simples. Mais je suis sûr que tu vas être très créatif et plein de bon sens comme d'habitude. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-il et comment tu l'utiliserais? Tu sais, quand tu m'as envoyé un mail en me posant ces questions, et j'ai réfléchi, et c'est très difficile de trouver les vraies réponses. Mais si j'avais un super pouvoir, je dirais que ce serait d'avoir la capacité de pouvoir partir dans les mers et les océans, mais dans les fosses abyssales, de pouvoir vraiment aller dans des profondeurs les plus lointaines et de pouvoir supporter les pressions, parce que c'est
à mon sens, l'un des endroits les moins explorés, les moins connus. Et on a tellement à apprendre des mers et des océans. Avoir la capacité de pouvoir respirer, de supporter la pression partout sur Terre serait, je pense, une grande aide sur la compréhension des mers et des océans. Et que de découvertes, combien d'espèces à découvrir Ah encore? mon Dieu, Incroyable. Il doit y avoir de t'imagines, ces des trucs là trucs de tout au fond. dingue. Ça va être impressionnant. Tu vois des épaves de bateaux, tu remontes l'histoire de l'être humain, il y a trop de trucs, ça va être passionnant, passionnant. Si tu pouvais te transformer en un seul animal, à chaque fois que tu éternues, lequel animal serait-il? Et puis, comment tu expliquerais aux autres que tu disparais, que tu réapparais comme ça? Ouais. Le problème, c'est qu'il faut trouver en fait, il faut qu'il y ait de la saisonnalité. Parce que si tu fais ça au printemps, tu sais, t'as le foin, donc t'éternues Ouais, ouais. souvent. Donc les gens, ils disent, il disparaît tout le temps, ce con. À partir de l'automne, pareil, t'éternues un peu plus souvent parce que t'as le froid qui arrive, voilà. Et en fait, c'est un peu tricky parce qu'il y a deux trucs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mers et les océans pour ce calme et j'aimerais beaucoup être une tortue, tu vois, ou un animal, une raie, quelque chose de très gracieux où tu peux avancer tranquillement dans l'eau. Je trouve ça fantastique et de faire qu'un avec le milieu marin. Quand on a fait la traversée Calvi-Monaco, j'ai vu des raies jusqu'à 2 mètres de moi. Enfin, c'était magnifique. Et elles sont parties, mais c'était des avions de chasse très furtifs. D'un coup, j'ai vu des tortues danser. Tu sais pas si elles dansaient ou elles étaient en train de s'enlacer. C'était magnifique. Donc, il y a ce côté très haut, très mer, très océan que j'apprécie énormément. Et ensuite, j'aimerais les deux choix, ce serait d'être un oiseau, mais pas un pigeon pourri, tu vois, un vrai Un rapace, peu un de truc qui majesté, que puisse. diable, là aussi. Ouais, mais un truc qui puisse partir dans les airs, parce que je fais du parapente et j'aime beaucoup en fait cette sensation de liberté, de légèreté et un peu de solitude d'être tout seul dans les airs et de contempler, de se dire waouh, on est tout petit. Et je trouve que ça remet vraiment la place de l'humain dans notre monde, que ce soit en l'air ou dans l'eau. Quand tu es dans l'eau, tu te dis, waouh, on est vraiment tout petit, quoi, parce que c'est énorme. Calvi Monaco, la fosse qui était en dessous de moi faisait 2500, 3000 mètres de profondeur, tu vois, et tu te dis, ah, c'est profond, quoi. Et quand tu es dans les airs, c'est un peu la même chose. Tu lèves la tête, tu contemples un peu autour de toi, et c'est immense. Franchement, j'appréciais vraiment ces moments de silence et où tu as juste le vent qui vient fouetter ton visage et t'entends ce. Et j'adore Est-ce qu'il ça. y a le côté un peu peinard aussi derrière tout ça, le côté solitaire qui te plaît? Ah, mais carrément, carrément. Oh là là, de pas être perturbé par le téléphone, tu vois, de se dire, il y a personne, toi, tu es tout seul, tu es dans l'eau, il y a personne avec toi, tu es dans les airs, tu es tout seul, tu as vraiment ce côté introspection aussi sur toi-même, d'être là et de se poser des questions. Ça fait vraiment du bien. Enfin, ça évite des séances chez le psy, tu vois, mais je trouve que c'est des bonnes thérapies et qui sont vivifiantes, qui redonnent la pêche et qui donnent envie de croquer la vie, quoi. Donc tu te transformeras en tortue des airs. Ok. Ou aigle sous-marin, au choix, à réfléchir. Je sais pas à quoi ça va ressembler ce machin, une tortue désert, mais ça va mal voler celle-là. Mais ouais. Après, ça dépend combien de fois j'éternue dans la journée, parce que sinon c'est un peu problématique. Mais ouais, si je pouvais être les deux à la fois, ça serait cool, hein. Rémi, si tu pouvais poser une question et obtenir une réponse complètement honnête, qu'est-ce que tu demanderais et à qui tu le demanderais? Mais vraiment honnête, hein. Ouais, Et la personne doit répondre ouais. honnêtement. Je pense que ça serait notre président de la République. Sur les inactions qui sont eh bien, pas mises en place sur tout ce qui se passe à travers le monde, à travers notre non-prise de conscience sur l'environnement, etc. Nos scientifiques qui font un travail titanesque pour essayer d'élever les consciences, etc. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir là-dessus et je pense que beaucoup de personnes aimeraient avoir les réponses. Pourquoi est-ce que vous foutez rien? Pourquoi il se passe rien? J'imagine que malheureusement, être président de la République, ce n'est pas juste de donner tout sur l'environnement, l'écologie. Il y a d'autres problématiques, j'imagine, industrielles, économiques, etc. Mais je pense que ouais, si on pouvait avoir quelqu'un de honnête, ça serait cool. Écoute, on va faire un petit message à Emmanuel pour savoir s'il est disposé à ce qu'on lui pose cette question dans le prochain À me épisode. répondre en étant honnête. Peut-être tu mets des capteurs partout. Attention, hein, ça va biper. Je sais pas si tu te souviens, il y avait une émission avec, c'était deux humoristes. Ils étaient déguisés, un en détective et l'autre c'était une fée avec des grosses moustaches mais qui ressemblait à rien du tout. Et ils interviewaient des enfants.
et il mettait Ouais, une espèce de truc pour les pâtes, là, pour égoutter les pâtes, là, ouais, c'est ça, un égouttoir. une passoire sur la tête et fais attention, si tu réponds à la mauvaise question, tinc, ça sonne. C'était hilarant, hilarant parce Il y avait que des punchlines incroyables. exactement. Et je sais pas s'il faut faire ça avec Emmanuel Macron, mais ça pourrait être très drôle. Donc, en tout cas, je veux bien être la personne qui pose des questions. Je me souviens d'une petite fille qui s'appelait Luna, qui citait sa mère en disant, quand elle s'embrouillait en voiture, qui disait je vais te crever les yeux, quelque chose comme ça. Mais c'était assez étonnant, comme elle avait, je pense, 4-5 ans, de parler comme ça. C'était assez surprenant. Exactement, ouais. Je me souviens très bien. Dernière question pour toi, Rémi, pour cette rubrique Uno. Un mot pour décrire ta vie jusqu'ici. Ça aussi, ça n'a pas été simple, mais je sais pas si c'est un mot ou c'était les rencontres, tu vois. C'est ce que j'ai le plus apprécié. Et j'en fais tous les jours des rencontres de personnes, de moments, de gens, à travers mes aventures. Même au quotidien, tu vois, tu rencontres des gens fantastiques. Et ouais, c'est ce que j'ai apprécié à chaque fois. Tu vois, d'aller et d'oser, en fait, d'oser ces rencontres. Beaucoup ont peur de la réponse, ont peur d'aborder parce que bah, il y a toujours ce préjugé, le regard des gens autour de toi. Tu te dis toujours, ah, mais que vont dire les gens de ce que je vais faire, que vont penser mes proches, que vont penser mes amis, mes copains, etc. Et je pense que quand on arrive à dépasser ça, eh bien, on fait de belles rencontres. Rémi, on va maintenant plonger avec toi, sans mauvais jeu de mots, pour ta descente du Mekong en hydrospeed. Première Mm. question que je voulais te poser plus spécifiquement en lien avec ce projet. À quel moment on se dit que c'est le bon moment Pour se jeter dans l'eau, pour se dire ce projet-là, il faut que je lui donne vie. Là, c'était une idée, maintenant ça devient un projet. ben en fait, je fais l'inverse, moi. Je construis un tout petit peu le projet au début, avoir une petite base. Et une fois que j'ai cette base, je regarde en fonction de l'endroit où je dois aller, les conditions climatiques, etc. Je voulais faire la partie tibétaine juste avant l'hiver. Donc on était sur une partie fin d'automne pour attaquer ensuite l'hiver, ce qui me permettait de descendre et d'éviter la mousson sur la partie Laos, Cambodge, Vietnam. Une fois que t'as déjà ça, ben, il n'y a plus qu'à poser une date. Et en fait, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je fais, quand vous calez une date, et bien tout d'un coup, ça devient logique. Vous n'avez plus le choix. Quand on décide de faire un marathon, le marathon de Paris, ils vont pas attendre. Alors, on va refaire l'organisation du marathon de Paris, mais on attend Rémi Camus. Donc, Ah, quand il est il peut le prêt, 17, mais le 16, il n'est pas voilà, sûr. quand il est prêt, eh bien, on vous donnera la date. Alors, on attend son appel et voilà. Et après, c'est bon. En fait, ils font pas ça. Ils calent une date. C'est à toi d'être prêt. Et c'est un peu ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre une date. Et en même temps, ça te permet à toi, dans ta tête, de te dire, j'ai plus le choix. Je dois être prêt pour cette date-là. Parce que sinon, c'est tellement simple de pouvoir le reculer un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. C'est ce que j'ai fait sur le Calvi Monaco, par exemple. Septembre 2022, on devait faire la traversée, ajourné à 10 jours du départ. J'ai mis quelques semaines, quelques mois avant de me remettre sur pied avec cette réponse qui me satisfaisait pas de devoir ajourner, de changer le mot par échec avec le mot report. Et ça a été un long cheminement dans ma petite tête. Et la première chose que j'ai fait, j'ai appelé Richard, qui était le propriétaire du voilier, donc notre partenaire, et j'ai calé une date avec lui. Et j'ai dit 3 juin. Il m'a dit 3 juin? J'ai dit 3 juin. Il fait ok, c'est bon. Et pour moi, j'avais une date. Et puis voilà. Et maintenant, on cale tout. On partira le 3 juin. Donc, il n'y a pas de. En fait, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à partir parce qu'on se dit toujours, ah, mais et si, et si, et si. Franchement, et si, on couperait du bois, hein. Donc, à un moment donné, il faut juste se donner les moyens et on y va. Une aventure, c'est 70% de préparation, il y a 30% de hasard. Le hasard fait bien les choses ou fait mal les choses en fonction de l'orientation qu'on lui en donne. Si on dit qu'on a 30% de chance d'y arriver, on aura 30% de chance d'y arriver et on va peut-être tendre sur un 80%. Si on a 30% de poisse de ne pas y arriver, on aura 30% de poisse. Donc à un moment donné, il faut aller vers quelque chose de positif et avancer. On n'est jamais prêt pour ça. Et toi, je le vois même sur le livre que j'ai écrit, ça a été très dur d'acter, de dire, top, c'est bon, on arrête là. J'ai coécrit le livre avec Cyril et à chaque fois, quand je rappelais Cyril, je fais, ah mais on pourrait peut-être changer ça, là, ça va pas et toi. Il me dit, mais Rémi, tu sais que le Rémi d'hier est différent du Rémi d'aujourd'hui et sera probablement différent du Rémi de demain. Donc ton livre, il sera jamais comme tu le souhaites. Enfin, il le sera à l'instant T parce qu'on a fini,
Puis demain, quand tu vas te réveiller, tu vas me dire que ton livre, il te convient pas parce que, ouais, mais on pourrait me dire autrement. Donc il me dit, on peut pas. À un moment donné, il faut acter les choses et on avance. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est en mettant des deadlines, des choses et que ça soit bien carré dans quelque chose qui est pas forcément très carré parce que l'aventure reste quelque chose de très aventureux. À un moment donné, bah, il faut se lancer. C'est l'adaptabilité aussi, l'aventure, finalement. Cette capacité de réagir Complètement. au contexte et à ces 30% dont tu parles d'imprévu. Et puis après, il y a le déclic, tu vois. Quand je suis arrivé au Tibet, tac, 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 je me suis retrouvé au bord du Mékong. Et là, tu vois le mur, toi, il est devant tes yeux. Tu fais, merde, là, c'est pas demain que je dois y aller, c'est maintenant, quoi. Tu te retrouves au bord de l'eau, tu vois la rivière qui s'appelle pas Mékong, qui s'appelle Lancang River, qui est une rivière de haute montagne qui bombarde à une vitesse de dingue avec des creux, avec des vagues, etc., des siphons dans tous les sens. Tu vois le truc qui passe, tu fais, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu t'équipes. Moi, je me rappelle, il y avait deux Chinois qui étaient là, qui m'avaient aidé à ramener mon flotteur et tout mon équipement au bord de l'eau, qui me regardaient, qui étaient accroupis en train de fumer leur clope. Et tu t'habilles, tu t'équipes. Et en fait, tu prends la décision de te jeter dans l'eau, mais après, c'est l'aventure, j'allais dire, qui t'embarque. Parce que le courant, lui, il fait pas, tu sais, une pause, il fait, attendez, il y a Rémi qui arrive, alors vous savez quoi? On arrête le courant, on va le laisser se mettre dans l'eau tranquillement, voilà, qui souffle un peu. Et quand il sera prêt, il nous fera un signe et on remettra le courant doucement. En fait, ça se passe pas comme ça. Quand tu es au bord de l'eau, tu regardes rapidement, tu fais, OK, le courant il passe là, faut que je mette le flotteur comme ça, je vais me faire embarquer comme ça, tac, 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 tac. Et tu débranches deux fusibles, 2 secondes, tu te jettes, et là, ça part d'un coup. Et là, tu fais, putain, mais on y est là, ouais, c'est maintenant. Et on n'a plus le choix, là, on est en plein dedans, on vit le truc tout de suite. En tout cas, la nage en eau vive ou la nage en rivière est très différente de la course à pied ou de la nage en pleine mer ou dans un lac, peu importe, parce que j'allais dire le premier mouvement, même si c'est l'impulsion que tu lui donnes, la course à pied, tu mets le premier pas, la nage, tu mets le premier mouvement de bras, l'hydrospeed, le kayak, peu importe, tu te jettes et après ça part. Mais c'est que le reste, c'est plus toi qui, j'allais dire, qui le contrôle vraiment. Le courant, il est là, il part et t'es embarqué tout de suite dans l'aventure. Donc, t'as plus le choix. En l'espace de 1 seconde, ton aventure a commencé. Toi, ta relation à l'élément aquatique, tu as beaucoup connu d'aventures qui étaient en lien avec l'eau depuis. C'était notamment une partie du sens que tu as envie de donner aussi à tes projets en fil rouge. Mais toi, très concrètement, tu étais un nageur plutôt doué ou tu avais besoin de beaux canards pour avancer ou entre les deux? Je ne te permets pas, Guillaume, de dire ça, mais je n'avais pas besoin de bouée canard. Mais j'étais pas un nageur confirmé, alors pas du tout. Je savais pas nager le crawl, j'ai appris la brasse parce que mon père et ma mère en avaient marre qu'on soit accrochés sur leur dos quand on partait à la piscine, donc ils nous ont inscrits dans un club pour prendre des cours. Et puis une fois qu'on a su rester à la surface et se déplacer latéralement devant et derrière, ils ont fait bon, c'est bon, ils savent à peu près nager, ils savent se débrouiller. Hop, on les désinscrit et terminé. Donc je savais pas vraiment évoluer dans l'eau et gagner en vitesse. J'ai appris tout seul. J'ai juste observé d'autres personnes. Je suis pas un très bon nageur. Je nage pas très vite comparé à d'autres parce que j'ai beaucoup de force, mais je sais pas optimiser la glisse. Je sais pas faire parce que bah, j'ai jamais pris de cours. J'ai tout fait tout seul. Donc je dois forcément nager en faisant plein d'erreurs. Mais j'ai trouvé que c'était un environnement qui était très agréable et très léger quand tu nages en piscine. Et tu as vraiment ces deux extrêmes parce que, en fait, l'eau, elle est imprévisible. Quand tu vas courir, que ça soit un sol dur, un sol meuble, de la neige, de la boue, peu importe, ça reste quand même quelque chose qui est dur sous tes pieds et que tu vois et tu maîtrises. L'eau, il y a rien, tu maîtrises rien du tout. Tu peux nager en mer, avoir un truc qui ressemble à un lac, et le lendemain, tu vas avoir 2, 3 mètres de creux et tu sais pas. Et pourtant, tu viens t'entraîner tous les jours au même endroit, c'est tout le temps la même chose. Et là, tout d'un coup, tu te dis, mais elle est où la mer que je connais habituellement? C'est Bryce Ice. Non, mais je ne connais, je connais l'eau, mais ça, c'est pas ma mer, ça, je connais pas ça. Ben là, c'est pareil. Tu sais pas du tout pourquoi est-ce qu'elle elle est déchaînée et bizarrement, c'est plus du tout le même entraînement. Ça a été quoi le temps qu'il t'a fallu pour échafauder ce projet-là? On parlait de l'importance de l'amont, si on prend toutes les considérations logistiques, administratives, physiques, etc. Toute cette gamme-là de questions qui se posent et probablement de budget aussi. Combien de temps il faut pour le ficeler? 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois pour monter le Mekong.
pour apprendre à nager déjà, tu vois. Rien que sur la partie entraînement, ça a été un vrai calvaire parce que le principe de la traversée du Mékong, pardon, c'était vraiment de le faire à la nage en crawl. J'avais designé vraiment très simplement un radeau que je tractais derrière moi pour pouvoir le tirer et emmener mon matériel. Et donc, je me suis entraîné dur à la piscine, en crawl, etc., pour apprendre à nager et gagner en vitesse. Ça faisait peut-être 4 mois, 5 mois que je nageais. Et le maître nageur me dit, Rémi, je sais pas ce que tu prépares. Compétition à la nage. Et je fais, non, non, c'est pour descendre le Mékong à la nage. Alors là, il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit, ah d'accord, mais c'est quoi le Mékong? J'explique rapidement. Il me dit, ah, tu devrais aller voir. Il y a un club de nage en eau vive qui est pas très loin d'ici. À mon avis, ils seront de très bons conseils. Et j'ai été les voir, effectivement, quand je leur ai parlé du projet. Je crois qu'on était un jeudi soir. Ouais, c'est ça. Jeudi soir, ils avaient entraînement. Bon, ils n'ont pas fait d'entraînement, ils ont parlé avec moi toute la soirée. Je leur ai parlé de tout le projet, etc. Ils m'ont dit, mais le Mékong, c'est classé quoi? Et là, ils m'ont posé une colle, tu vois. J'ai dit, merde, j'avais l'air con parce que ça faisait au moins 4 5 mois que je travaillais sur le projet, mais tout d'un coup, je savais pas ce que ça voulait dire, classer quoi? Et je leur dis, mais c'est-à-dire, il fait, mais la classification de la rivière, c'est de la classe 1, de la classe 2, de la classe 3, de la classe 4, de la classe 5. Et là, je savais pas du tout quoi répondre. Je dis, bah, c'est de la rivière de haute montagne, et puis après, le fleuve s'élargit, etc. Il me dit, bah, si c'est de la rivière de haute montagne, il y a un peu de classe 3, il y a sûrement de la classe 4, et puis un petit peu de classe 5, quoi. Et je dis, bah, je pense. Il me dit, mais tu sais ce que c'est, les classifications de rivière? Et honnêtement, tu vois, je leur ai dit, bah, non, je connais pas. Il dit, ah, bah, tu vois, c'est peut-être par là où il faudrait commencer, parce que si tu le fais à la nage pure, tu vas finir noyé au bout de 200 300 mètres, quoi. Et tu vas pas y arriver. Et là, c'est là où ils m'ont proposé, samedi, on va faire un entraînement en nage en eau vive sur un bassin fermé. Je te conseille de venir pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de ce que c'est. Et je suis arrivé le samedi matin pour m'entraîner. Ils m'ont donné une combinaison, tout le matériel, un flotteur. Et je me suis retrouvé effectivement au bord du bassin à évoluer sur le bassin d'eau vive. Et c'est là où je me suis rendu compte de la puissance de l'eau, des mouvements d'eau, des courants, des contre-courants, des rappels, des pleureuses, des siphons, etc., etc. Et cetera. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, effectivement, à la nage pure, ça va être la merde. Je sens que je vais dérouiller quand même. Et là, ils m'ont dit, mais Rémi, ça, c'est qu'un bassin de nage en eau vive contrôlé, hein. C'est pas de la rivière de haute montagne où tu as un débit bien plus important que ça, hein. Donc c'est là où j'ai pris conscience de la problématique de mon projet et comme on en parlait tout à l'heure, l'adaptabilité. Donc j'ai modifié mon projet très rapidement pour passer de la nage classique à l'hydrospeed. Donc il a fallu que je continue d'apprendre de nager en piscine pour eh bien non pas être plus performant en crawl, mais d'avoir des jambes plus solides pour pouvoir palmer 14 15 heures dans la journée. Il a fallu que j'apprenne à nager en rivière, donc j'étais inscrit au club, donc on a fait des sorties partout en France, en Espagne, avec des rivières de plus en plus grosses pour apprendre à dompter un peu la rivière. J'étais inscrit au championnat de France de nage en eau vive pour pratiquer avec d'autres athlètes où tu te rends compte, il y en a, c'est des machines de guerre qui vont à des vitesses de dingue avec des petits flotteurs, enfin c'est impressionnant à voir. Ça m'a permis vraiment de créer ce projet. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps, 1 an et 4 mois à tout préparer parce que la partie préparation physique était, je dirais pas qu'elle était néant, mais je partais d'une feuille blanche, quoi. Il fallait apprendre tout ça. Et puis, partir d'Asie, notamment de la Chine, c'est un cran supplémentaire en termes de difficulté que de partir, par exemple, en France, tu vois. En France, avoir de la cartographie, avoir de l'information, c'est relativement simple. Je ne sais pas si entrer dans des zones militaires est très simple, mais tu peux toujours trouver une solution, tu vois. On est quand même dans le dialogue. Quand tu commences par la Chine, la partie dialogue, elle est quand même très compliquée, quoi. Obtenir des cartes précises sur le Mékong à cet endroit-là, par exemple, tu sortais un film de Spielberg, quoi. C'était très compliqué. C'était Indiana Jones qui partait au fin fond de je sais pas quoi. Donc ça a été la partie très longue. Et puis après, obtenir les autorisations, désolé, je l'avoue, mais j'ai menti ouvertement pour obtenir mes visas pour rentrer en Chine parce que on te donne un visa de 30 jours et moi je voulais un visa de 90 jours pour pouvoir rester sur le Mékong, ce qui était impossible à obtenir. Donc il a fallu que je passe par une agence et ils m'ont dit il faut tout vous expliquer votre projet. Je fais, mais je vais pas leur dire que je descends de Mékong en hydrospeed, ils vont jamais me donner le truc. Je fais, mais non, vous leur dites que vous faites du tourisme.
Je dis, mais je vais faire quoi? Elle fait, ben, vous dites que vous passez une semaine ici, puis une semaine là. Donc, j'ai réservé des hôtels sur tout le parcours que j'ai imprimé, etc. Alors, pour leur faire croire que je faisais tout un circuit, il y avait rien de vrai. Donc, c'est là où, tu vois, c'est quand même très particulier parce qu'en termes de sécurité, c'est zéro, hein, parce que tu mens. Donc, eux, ils pensent que tu es en train de faire ça alors que tu fais un truc complètement à l'opposé pour avoir plus de temps dans le pays pour faire ton projet. Donc, c'est hallucinant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place cette aventure du Mekong. Est-ce que ce point-là en particulier suscite une appréhension forte? Tu es obligé de mentir et donc si tu te fais intercepter, il y a des discussions qui risquent d'être un peu compliquées? Ou est-ce qu'il y a plus globalement, c'est quoi ta plus grande angoisse ou en tout cas ton plus gros point d'interrogation avant de te lancer dans cette aventure? Le questionnement, c'était peut-être plus sur la barrière de la langue. C'était ça qui m'excitait et en même temps qui me freinait parce que je savais qu'il y avait cette difficulté. Alors moi, j'avais imprimé en format A4 toute l'aventure du Mekong en expliquant brièvement ce que c'était, quelques photos, etc., que j'avais fait imprimer, plastifier correctement pour que ça soit étanche. Et c'était traduit en chinois, laotien, birman, thaïlandais, cambodgien, laotien. Enfin, j'avais vraiment tout imprimé et à chaque fois que j'arrivais dans des endroits un peu différents, je donnais directement ce document pour que les gens puissent lire et comprendre quelles étaient mes intentions. Donc ça, c'était la partie qui était un peu difficile avant de partir, parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Et l'apprentissage d'une langue pendant quelques semaines, quelques mois pour en passer à une autre, puis après à une autre, ça, c'était un vrai challenge mental et d'adaptabilité. Ouais. Combien de temps de descente prévu initialement là, pour le Mekong sur le papier, ce projet, si tout s'était passé comme prévu? Sur le papier, il n'y avait pas vraiment de date, tu vois. J'avais estimé 4 mois, 4 mois et demi. J'ai mis 5 mois de descente et en tout, ça a duré 6 mois parce que je me suis fait arrêter pendant 1 mois et 3 jours pour trafic de drogue, trafic d'armes et espionnage où là, bah, il fallait trouver une solution pour que je puisse repartir, mais avec tout mon matériel. Et ça, c'était pas gagné. Donc ça a duré 6 mois de descente entre le Tibet et le Vietnam. On va plonger à l'eau avec toi. Là, donc tu pars du Tibet, tu nous l'as dit. Ça n'existe pas, mais qu'est-ce qui pourrait ressembler le plus à une journée type? C'est combien de temps de palmage? Comment tu te nourris? Comment tu gères ton sommeil? Voilà, comment est-ce que tout ça est organisé sur le papier? Alors, sur le papier, c'était plutôt bien organisé. En réalité, c'était tout autre. Parce que on prend en considération l'environnement dans lequel on est. Sur la partie tibétaine chinoise, donc on est très enclavé dans les montagnes, et une partie plus laotienne, voire après une partie vietnamienne. Le Mekong irrigue 6 pays, donc chacun a des normes culturelles, modes de vie, etc. Même si on est en Asie, c'est quand même très différent entre chaque pays. Administrativement parlant, c'est pareil, c'est pas du tout la même chose entre la Chine et le Vietnam, même si pourtant le Vietnam et la Chine ils sont voisins sur la partie haute à côté de Hanoï, mais ça reste quand même très très différent en termes d'administration. Donc il n'y avait pas de journée type. La partie au début, on avait une eau qui était à 4 degrés. Je finissais au Vietnam avec une eau qui était entre 20 et 25, 30 degrés par moment. Donc, c'était pas du tout la même chose. Mais généralement, je me levais très, très tôt le matin pour être dans l'eau le plus tôt possible. Donc, c'était autour de 5 heures, 5h30. Le soleil se levait à peine et j'étais déjà dans l'eau. Ça me permettait de pouvoir emmagasiner un maximum de kilomètres et puis ensuite sortir de l'eau eh bien, en fin de journée pour pouvoir me poser, trouver un endroit, mettre mon hamac et dormir. Sauf que ça, c'est ce qui se passe sur le papier. Alors quand tu es très enclavé dans les montagnes, sur la partie tibétaine chinoise, c'est relativement simple parce qu'il y a moins, voire peu d'habitations. Donc le soir, quand tu t'arrêtes, il n'y a pas grand monde qui va venir te voir parce que tu es complètement perdu. Donc je faisais des longues heures de palmage, je pouvais m'arrêter, j'allumais un petit feu, je faisais le phare d'Alexandrie en plein milieu de nulle part, et c'est trop bien. Enfin, je kiffais ces moments-là, c'était extraordinaire. Et plus tu descends, plus ta journée va être ponctuée par des rencontres que tu n'as pas prévues en fait. Et ça, c'était la partie un peu plus délicate. Dès que tu devais t'arrêter et sortir de l'eau pour aller chercher à manger, chercher à boire quelque chose, et bien tout d'un coup, tu te retrouves C'est l'attraction de tout la de suite journée. encerclé par la population locale qui veulent qu'une seule chose, c'est qui ce mec qui est en plein milieu de nulle part, quoi. Donc tu as ça, et puis forcément le soir,
tu as envie de dormir tout seul, tu as envie d'être tranquille, tu as envie de poser tes fesses dans ton hamac et de fermer les yeux parce que tu es complètement fatigué, éclaté, tu as les jambes en feu, et tu te poses dans un coin, il y a forcément quelqu'un qui sort de la jungle. Tu n'as pas vu parce qu'il y a des arbres partout, mais il y a un village qui est juste derrière. Le mec il sort et il fume sa clope et forcément tu sais que tu vas finir rapidement l'attraction du moment dans le village. Tout le monde veut savoir ce que tu fais là. Ils t'invitent chez eux, etc. C'est des beaux moments de partage, des fois un peu loufoques, un peu déconnectés. C'était très très drôle. Tu manges des mets des fois qui sont succulents, des fois bah, c'est particulier parce que t'as pas du tout l'habitude de manger ça et tu te retrouves à manger des trucs des fois un peu trop épicés. Donc ton ventre apprécie énormément, le bas du ventre un petit peu moins. Donc tu te retrouves en plein milieu du fleuve et tout d'un coup t'as mal au ventre, tu fais oh, faut que je sorte. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tu te dépêches de palmer, de te sortir au bord de l'eau et tu quittes tout et tu te vides. Et t'as pas fait gaffe, il y a 30 personnes qui sont en train de ramasser du riz à 10 mètres de toi et tout le monde a vu ton cul et tu fais salut, bon, je me casse. Et ouais, c'était très très drôle. C'était des bons moments. Qu'est-ce que tu peux embarquer avec toi là dans ton hydrospeed? Il y a de la place pour quelques vêtements, un peu de bouffe, un peu d'eau. À quel Ouais, point c'est une petite maison pour toi? aux nourriture, j'avais disque dur externe, un ordinateur, petite batterie externe, panneau solaire, qui était fixé sur mon hydrospeed, hamac, sac de couchage, un petit matelas de sol très très fin, et ensuite j'avais un pantalon, un t-shirt, une veste, une paire de chaussures que je n'ai jamais mis. Je suis parti à Paris, je suis monté dans l'avion avec mes chaussures, je suis arrivé en Chine, je me suis dirigé vers le bord du Mékong. Je me suis déshabillé, j'ai rangé mes affaires dans mon hydrospeed pour être prêt pour partir nager. Mes chaussures, je les ai mis à l'intérieur, je les ai mises à l'intérieur. Je n'ai jamais sorti mes chaussures pendant 6 mois. Je ne pouvais pas mettre de chaussures. J'étais tellement dans l'eau toute la journée qui était quand même assez souillé que lorsque je sortais de l'eau, j'avais juste envie de faire respirer mes pieds et d'être bien. Donc j'étais tout le temps pieds nus en Asie, chose qui faisait marrer la plupart des gens parce que une personne qui est pieds nus est un pauvre. Et comment est-ce qu'un blanc peut être pieds nus alors qu'un blanc ne peut pas être pauvre vu qu'il vit en Asie. Donc c'était toujours ce contraste assez drôle. Et ensuite j'avais une petite boîte de médicaments qui m'a jamais servi, je l'ai donné. J'ai juste gardé du plâtre pour mon ventre et puis quelques tablettes pour traitement de l'eau et c'est tout. J'avais du fil de pêche avec un hameçon pour pouvoir pêcher, mais également pour me recoudre si j'avais besoin. Un filet que j'avais trouvé par la suite et que je me servais pour aller pêcher. Et à chaque fois que j'attrapais un truc, je mettais les poissons à l'intérieur de mon hydrospeed vivant, comme ça je pouvais manger un truc le soir. Mon casque, mon équipement de nage, et voilà. Est-ce que tout de suite là t'es saisi par la pollution du fleuve ou c'est très très évolutif au gré de ton avancée? Elle évolue assez rapidement, mais au tout début, quand tu es vraiment au Tibet, l'eau, elle est chargée de limon, si tu veux, mais elle est pas sale, hein, visuellement. Mais quand tu vas après sur les côtés, et quand tu sors un petit peu et tu t'approches des villes, eh bien, que tu sois au Tibet ou au Vietnam, c'est pareil. Les gens avaient pour habitude, j'y suis pas retourné depuis, mais en 2013, ils avaient pour habitude de verser directement à cul. Ils se mettaient, ils remplissaient les camions de poubelle, ils sortaient de la ville, ils faisaient 200-300 mètres et ils vidaient les camions directement dans le ravin et ça finissait dans le Mékong. Donc quand tu regardes l'eau uniquement, tu te dis ça va, mais quand tu vas un petit peu sur les côtés, eh bien rapidement tu commences à voir une pollution visuelle au début. Et plus on avance, et plus on a de l'industrialisation qui se met en place parce que, eh bien, on sort des montagnes, on arrive plus dans la plaine, donc il y a de plus en plus d'entreprises qui évoluent au bord du Mékong, notamment quand tu es au Cambodge ou au Vietnam. Et là, la pollution doit être présente. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais quand tu as des tuyaux qui déversent des trucs et que c'est vert fluo et mousseux à la surface, bon, à mon avis, c'est pas la Saint-Patrick, quoi. À mon avis, il y a autre chose quoi, derrière. Et j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire du prélèvement de l'échantillonnage et voir ce qu'on trouvait à l'intérieur de l'eau, parce qu'à mon avis, ça doit être une eau insalubre et vraiment impropre à la consommation telle qu'elle. Chose que malheureusement, certaines personnes qui vivent au bord du Mékong faisaient, ils prenaient l'eau comme ça, ils faisaient bouillir et ils te servaient un thé.
Et à l'issue de ton passage sur la partie chinoise du fleuve, tu arrives au Laos, donc un peu déboussolant parce que une nouvelle langue à apprendre, se réhabituer à des nouvelles coutumes et des nouvelles habitudes. C'est Il y a ça. aussi ce petit tracas administratif qui est bien plus qu'un tracas. Comment est-ce que toi, comment tu l'avais vécu en fait ce mois d'arrêt avec cette incertitude totale sur ce qui peut être décidé de façon totalement arbitraire à ton encontre? Est-ce que c'est un moment d'angoisse important? Ben, c'est exactement ça. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as beau essayer de tourner les choses dans tous les sens, de trouver des solutions, ça reste de l'humain. S'ils veulent te laisser partir, ils le font. S'ils n'ont pas envie, bah, ils le font pas. Et les jours passent, les semaines passent, et tu te poses beaucoup de questions sur comment je vais réussir à me sortir de ce tracas, de cette situation. Et ça, c'est très, très angoissant parce que je suis pas tout seul à m'être fait arrêter. Je me suis fait arrêter le 4 février 2014. Et une semaine après, il y a 2 Français qui descendaient le Mékong en kayak qui se sont fait sortir de l'eau également. Et ils ont récupéré toutes leurs affaires également. Et j'ai fait des pieds et des mains avec l'ambassade, avec les médias localement implantés, etc., pour justement trouver une solution. Et j'ai réussi à repartir. C'était le 4 janvier, le 7 février, je suis reparti et j'ai réussi à récupérer le matériel de tout le monde. Et eux, je m'en rappellerai toujours, ils ont remis leur kayak dans un conteneur et il y en a un qui est rentré en France et l'autre il est parti en voyage ailleurs et il me dit je ne veux pas finir mon aventure, franchement ça m'a dégoûté. Et moi j'ai dit il est hors de question que ce soit des autorités qui viennent stopper mon aventure parce que je fais rien de mal. Effectivement, je suis sur le fleuve. Je suis ni en Thaïlande, ni au Laos. Je suis sur ce qu'ils appellent un peu un no man's land. C'est entre les deux. Donc, bah ouais, je suis à la frontière. C'est comme ça et je vais pas. Je transporte pas d'armes. J'ai pas de drogue. Je suis pas un espion. Même si j'essayais de leur expliquer ce que c'était un espion avec de l'humour. J'ai dit, mais you know James Bond? Ils me regardaient. Je suis laisse tomber. Je fais, il va rien comprendre. Faut Il oser, va ouais. se il va se demander ce que c'est, pourquoi est-ce que l'autre il a un smoking et puis il boit un dry martini. Oh non, je fais, non, c'est pas bon. Je fais non, laisse tomber, tu comprends pas. Mais c'était difficile de leur expliquer que je faisais pas de l'espionnage industriel, etc. Parce que j'avais quand même passé des gros barrages hydroélectriques et que mon intention c'était juste de faire une aventure, d'aller rencontrer la population locale, ce qui était chose un peu compliquée pour eux à comprendre. Donc, j'ai réussi à partir en pensant réussir, j'allais dire, à leur clouer le bec parce que j'étais parti devant les journalistes, caméras, etc. Et je me suis dit, yes, j'ai réussi. Et je me suis fait arrêter 19 fois entre Vientiane et Paksé, la dernière ville au Laos. 18 fois du côté laotien et une fois du côté thaïlandais pour une photo. Mais du côté laotien, 18 fois. Et des fois, je me faisais arrêter le matin. Ils me faisaient tout vider, tout mon matériel. Je repartais. Et l'après-midi, je me refaisais arrêter, etc. Et moi, je disais, mais les gars, mais communiquez entre vous. Communiquez pas entre vous pour expliquer que je suis en train de faire ça. Et en fait, c'était moi le con parce qu'ils communiquaient très très bien entre eux, quoi. C'est juste qu'ils étaient en train de se dire, il arrive, fais le chier, Hmm. faut pas qu'il continue, etc. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché parce qu'ils avaient rien à me reprocher. Et ce qui est très drôle, c'est que par la suite, en 2016-2017, je suis devenu nageur sauveteur à la SNSM. Et j'ai rencontré un mec en Bretagne lorsque j'étais en poste. Et il me dit, tu sais, Rémi, j'ai un truc sur le Mékong, j'aimerais beaucoup faire un truc en paddle et tout ça. Et il s'est retrouvé à Vientiane. Et d'abord, il est parti du premier Friendship Bridge au niveau du Triangle d'Or. Et il m'a dit, je suis arrivé à Vientiane. Et à Vientiane, je me suis fait arrêter par les autorités. Ils m'ont fait sortir de l'eau. Et ils m'ont dit, on veut plus ce genre de manifestation parce qu'on a déjà eu le problème avec un Français comme vous. Et il m'a dit, bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à toi. Et je lui dis, oh, à mon avis, ça pouvait être que moi. Elle m'a dit, bah ouais, bah, tu fais chier parce que du coup, plus personne peut Ça faire le fait méconte. jurisprudence. Je dis, ah là là, c'est comme ça. Je fais, fallait passer une nuit, hein. Donc c'était très très drôle ouais, de me dire, ah, mon passage a quand même suscité un peu de remue-ménage là-bas. Tu poursuis ton petit bonhomme de chemin, tu arrives au Cambodge. Alors là, la situation est plus confortable, entre guillemets, dans le sens où tu navigues sur un Mékong qui passe au cœur du pays. Donc il n'y a plus cette notion de frontière qui peut peut-être créer des tensions additionnelles, un peu de nervosité du côté de Ça. l'administration locale. Tu vas à cette occasion nager pendant plus de 28 heures sur une journée. C'était justifié par toi qui voulais mettre un petit coup de fouet sur le projet parce que les sensations étaient bonnes. Puis comment on sort de 28 heures de nage continue? J'ai fait 28 heures et 40 minutes de nage sans m'arrêter.
sans manger et sans boire. J'avais plus d'eau en fait. J'avais plus d'eau avec moi, j'avais presque plus de bouffe. Je crois qu'il me restait un petit sachet de noodles et puis un fruit, tu vois, enfin rien d'exceptionnel. Et j'ai été suivi de très très loin par un pote, Josh Galt, qui est un ami américain qui avait mis en place le premier championnat du monde de nage en eau vive en Indonésie. Et quand je l'ai rencontré en France, il m'a dit, mais Rémi, en 2013, je serai en Indonésie. Et après, je remonte chez moi. Il habitait justement à Phnom Penh, juste la capitale du Cambodge. Et il m'a dit, mais moi, je peux te suivre avec ma copine. On pourra te suivre et on pourra venir t'aider. Alors, je lui ai dit, bah, je veux pas d'aide. Par contre, je veux bien que tu me fasses de la photo et de la vidéo. Voilà, peu importe là, ce qui se passe, tu filmes de loin, mais tu viens pas interférer, tu laisses faire. Et Josh m'appelle, je crois, c'était la fin de la journée, donc j'avais déjà 14 ou 15 heures de palmage dans les pattes, j'étais rincé, je m'arrête, je mange un petit morceau de ce qui me restait, j'avais presque plus rien, et Josh me dit, bon Rémi, il faut que je t'explique un truc, là tu vas arriver sur la partie eh bien, très navigable du Mekong au niveau de Phnom Penh. Nous, on a un appartement avec Yuri qui est juste en face du Mekong. Et il était à l'embouchure, à la confluence entre le Mekong et le Tunnel Sap qui va jusqu'à la cité de Angkor Wat. Et il me dit, je suis juste en face. Je vois le trafic maritime, enfin maritime, fluvial, qui est très très important, mais vraiment important. Et des barges, des bateaux énormes qui font plusieurs mètres de hauteur avec un tirant d'eau très important parce qu'ils chargent de sable, de gravier, etc. Et il me dit, il navigue la nuit aussi, mais il s'arrête à un moment donné. Et la journée, j'ai peur que ça soit compliqué pour toi. Et donc, je dis à Josh, bon, écoute, j'ai plus d'eau, j'ai presque plus de bouffe, je continue, je m'arrête pas, je nage toute la nuit, comme ça, j'arriverai à Phnom Penh dans la matinée et je vais éviter d'avoir tous les bateaux. Et donc, j'ai continué. Effectivement, les bateaux naviguent jusqu'à peu près 10 heures du soir, 10h30, et la nuit, ils naviguent plus. Ça a été un moment assez particulier parce que j'ai nagé pendant presque 2h30, 3 heures de nuit. Et là, il faut savoir que quand tu te retrouves sur le Mekong, qui est très très large, les bateaux naviguent pas avec les phares allumés tout le temps. Ils allument le phare pendant une dizaine de secondes, ce qui leur permet de balayer rapidement devant eux et de voir ce qu'il y a. Et ensuite, ils éteignent le phare pendant 15-20 secondes. Et ils avancent. Ils rallument le phare, etc. Et tous les bateaux font ça. Donc toi, tu es en train de nager, tu es en plein milieu du fleuve, tu es là, fla, 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 toi, tu vois une lumière, tu fais là, un là. Ok, il est là, hop, tac, tu vois un truc qui vient de derrière parce que ça reflétait un peu sur ma combinaison et je voyais à la surface de l'eau. Je fais, oh putain, je me retourne, je fais, il y en a un là, ok, un là, il y en a un autre là, un là, ok. Et là, tout d'un coup, tous les phares s'éteignent. Tu fais, oh les cons. Et là, du coup, il faut être très très bon pour de la visualisation dans l'espace pour te dire, ils sont encore là, ils ont éteint la lumière, mais eux, ils continuent d'avancer, hein. Ils s'arrêtent pas, hein. Donc là, tu continues de palmer, et là, tu fais, il doit être par là, il doit être par là, et tout d'un coup, les phares se règnent, tu fais, ah ouais, putain, la vache, il a avancé bien plus que je le pensais. Et j'ai fait ça pendant 3 heures. À un moment donné, je me rappellerai toujours, je naviguais, et je regardais, j'essayais de toujours trouver des repères visuels dans l'espace qui me permettaient de me réconforter dans le fait que j'étais en train d'avancer. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué d'évoluer la nuit, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas si tu avances vite, pas, tu n'arrives pas à voir les kilomètres. C'est la même chose en courant, c'est la même chose en nageant en pleine mer. En fait, quand t'as pas de repère, c'est difficile de donner une évaluation, de te dire je progresse bien. Donc j'essayais de toujours regarder à droite et à gauche sur les berges, les petites villes, les villages, s'il y avait des choses qui me permettaient d'avoir un point fixe et de me dire je garde ça en tête et je progresse par rapport à ça. Et donc, je regardais sur ma gauche, il y avait un village qui était un peu illuminé, qui était environ à, je sais pas, 400-500 mètres de moi. Et donc, je palmais comme ça, j'ai la tête dans mon flotteur, tac, 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 je tournais la tête, je regardais le village, tac, 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 je continuais. Tout d'un coup, je tourne la tête, le village disparaît. Je fais, merde, putain, il est plus là le village, mais il était là tout à l'heure. Et là, en fait, je me lève et j'essaie de modifier ma vision, qui était une vision plus lointaine, parce que j'essayais de voir où était le village. Et là, je fais quelque chose, un focus de beaucoup plus proche. Et là, je vois un truc marron qui passe à, je sais pas, 40-50 centimètres de moi. Et je sors un bras du flotteur et je tape et j'entends bon, bon. Et en fait, c'est un bateau qui passait juste à côté de moi. Il m'avait pas vu du tout. Et en fait, on avait un vent qui venait de face et donc qui emporte le son et le bruit derrière. Moi, j'entendais pas du tout le bateau arriver. Et j'ai juste eu un moment de lucidité de me dire, ah,
putain, mais dégage de là parce que derrière, t'as les hélices et c'est pas du tout comme chez nous où t'as des carénages ou des hélices qui sont très profondes. Certains des bateaux, les hélices, elles sont plutôt proches de la surface et tu sais pas trop comment c'est bidouillé. Donc là, j'ai palmé sur la droite pour dégager et pour pas me faire aspirer derrière par le siphon qui était généré par le bateau. Pour être, donc je suis parti, j'étais à peu près à 10-15 mètres et j'ai vu le bateau passer, les lumières réapparaître de la ville. Je suis, oh la vache, mais c'est un truc de dingue. Et effectivement, à 10h30 du soir, tu passes dans des endroits, tu as des bateaux, j'ai filmé, mais tu vois rien. Enfin, j'ai des images de ça, mais c'était inexploitable parce qu'il faisait trop noir. Et tu vois des bateaux qui sont arrêtés en plein milieu du Mékong, mais des bateaux énormes avec des chaînes qui tombent dans l'eau. Et toi, tu zigzags. Moi, je m'amusais à passer entre les chaînes et entre les bateaux. Et tout est arrêté. Et tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Je suis là, une grenouille. Tu as vraiment l'impression d'être un espion là, dans un environnement très, très hostile pour pouvoir essayer de progresser. Et je suis arrivé à Phnom Penh, il était 10h40 du matin. J'étais rincé jusqu'au bout. Je suis sorti de l'eau à quatre pattes. J'avais plus de jus. Et je me souviens d'avoir enlevé mes palmes difficilement, enlevé mes bottillons qui avaient collé avec la peau de mes pieds. Donc j'ai enlevé les bottillons et la peau de mes pieds s'est arrachée aussi. Et Josh était là et bah, j'en pouvais plus. J'avais des larmes. Et Josh qui me dit You're right. Et j'ai Yes, I'm not dead. Il me dit You didn't lose your sense of humor. Et je fais Je sais, merci. Je me suis levé et Josh m'a aidé à sortir de l'eau. J'étais à cloche-pied, je pouvais plus mettre le pied par terre. Et je suis resté 4-5 jours à Phnom Penh, le temps de me refaire une santé au niveau des pieds, parce que malheureusement, je pouvais plus ni marcher, ni mettre mes bottillons, parce que j'avais les pieds vraiment en un sale état. Et ça m'a permis en même temps de renouveler mon visa pour rentrer après au Vietnam et finir mon aventure. Donc, tu n'étais pas tout à fait arrivé au bout de tes peines, Rémi. Tu Non. pensais que ça allait être un long fleuve tranquille, ou en tout cas un court fleuve tranquille, la toute fin de cette aventure. Tu projetais encore 5 jours, je crois, d'aventure, mais ça a été un petit peu plus tourmenté que prévu, ta fin d'aventure sur le Mékong. Est-ce que tu peux nous raconter son issue? J'étais persuadé qu'il restait que 5 jours parce que j'avais 200 kilomètres à parcourir enfin 204 exactement kilomètres entre Phnom Penh et l'embouchure au niveau du Vietnam qui se jette en mer de Chine. Et en fait, j'ai pris pour habitude de calculer ce qu'il y avait sur la partie haute au niveau du Tibet, de la Chine, etc. Et je faisais 35, 40, 45 bornes par jour. Donc je me dis, 5 jours c'est torché, on n'en parle plus, quoi. Donc j'ai fait ma demande de visa, donc accepté rapidement, 30 jours directement sur le sol vietnamien. Donc je sais, c'est bien plus qu'il m'en faut, hein, 30 jours moins 5. J'ai 25 jours à Hanoï, je vais faire la fête, c'est cool. Et puis bah pas du tout ce qui s'est passé. Je me rappellerai d'avoir appelé ma maman pour lui dire il faut que tu me modifies mon billet retour parce que dans 5 jours j'ai fini, donc à peu près à cette date-là. J'ai dû la rappeler peut-être 10 jours après pour lui dire il faut modifier encore le billet mais à une autre date parce que du coup là c'est pas possible. Et je me suis retrouvé à devoir naviguer et j'ai compris en fait la puissance de la mer, etc. La mer de Chine affecte le Mékong sur la marée montante et descendante jusqu'à plus de 300 km à l'intérieur des terres. Et je l'ai vécu pendant mes 28 heures et 40 minutes de nage parce que pendant que je nageais, en fait, à un moment donné, je tournais la tête et j'avais un village qui était sur le côté et j'avais l'impression de faire du surplace et de palmer, mais comme un bourrin et de ne pas avancer. Et j'ai compris en fait quand je suis arrivé à Phnom Penh et j'ai pas prêté attention tout de suite. J'ai vu toi des jacinthes d'eau qui ralentissaient, mais j'ai pas bien compris cette problématique. Et quand je suis reparti avec un courant descendant parce que c'était la marée descendante. J'ai pas fait gaffe. Le soir quand je me suis couché, eh bien j'ai vu un changement de marée qui était assez radical et je fais ah ouais, j'ai compris. Ça va être bien plus compliqué que je ne le pensais parce que la marée va affecter le courant dans le fleuve. Si bien que sur 12 heures, on a 6 heures de marée montante, on a 1 heure de ce qu'on appelle de l'étale, puis ensuite 6 heures de marée descendante, et ensuite 1 heure d'étale, etc., etc. Donc sur 12 heures, on n'a pas une marée montante, une marée descendante, etc., 2 fois dans la journée. On va l'avoir 3 fois et demi parce qu'il y a 1 heure d'étale à rajouter là-dedans qui viennent modifier. Mais toi, quand tu descends le fleuve, tu te rapproches de la mer de Chine, et la marée continue de monter, donc les horaires sont complètement modifiés. Je commençais des fois avec une marée descendante de 6 heures à midi,
Je m'arrêtais à midi, donc j'avais 1 heure d'étale, donc je continuais un petit peu. À 13 heures, je sortais de l'eau parce que je voyais radicalement comme un petit mascaré qui me changeait le courant. Donc là, je sortais de l'eau, j'attendais. Je suis de manière, j'ai 6 heures devant moi, donc j'attendais. Donc j'arrêtais, je me remettais à l'eau vers 6h30, 7 heures, un truc comme ça, 19 heures. Sauf que là, faut nager pendant 6 heures. Donc, je nageais de 19 heures jusqu'à minuit, 1 heure du matin, 2 heures, etc., etc. Et à chaque fois, tout était décalé. Donc, au lieu de mettre 5 jours pour faire 200 bornes, eh bien, j'ai mis 15 jours parce qu'il fallait que je calcule tous les mouvements des marées, etc. Et j'avais un sommeil qui était catastrophique parce que des fois, je dormais la journée, des fois la nuit pour optimiser. Des fois, je mettais le réveil. Enfin, c'était horrible. Et j'ai réussi voilà, à finir l'aventure 15 jours après. Donc sur les 30 jours de visa, il m'en restait plus que 15 pour pouvoir faire la fête. Et donc c'était très très court. J'aurais pu finir un soir mon aventure, mais je voulais la terminer en début de journée pour en profiter, etc. Et mon dernier bivouac, enfin qui était censé être un dernier bivouac, qui était une dernière sortie d'eau, eh bien je suis sorti au niveau du quartier de la haute sécurité de la Navy qui contrôlait les entrées et les sorties du Mekong à cet endroit pour les bateaux. Et donc, ils faisaient toutes les inspections à l'intérieur des bateaux qui rentraient, qui sortaient. Et là, ça a été un calvaire parce qu'ils m'ont posé toutes les questions du monde. Et heureusement que je m'étais fait arrêter plusieurs fois en amont, que j'avais dans mon petit carnet des numéros de téléphone de certains agents de police, etc., qui m'ont dit, si tu as le moindre souci, tu leur donnes mon numéro et je les appelle, je vais leur expliquer, t'inquiète pas. Et heureusement que j'avais ça. Et donc, ils m'ont cuisiné pendant presque 2h30, 3 heures pour me faire dormir dans un hôtel parce qu'ils voulaient pas que je dorme avec eux. Et au lendemain matin, quand j'ai voulu repartir, toute l'équipe avait changé. Il a fallu que je réexplique pourquoi je faisais tout ça. Ils m'ont dit, de toute manière, tu prends tes affaires, le bus est là, il va t'emmener directement à Ho Chi Minh. Et j'ai dit, non, je peux pas. Je peux pas. Il reste 2 bornes, 2 kilomètres sur 4 400 kilomètres, s'il vous plaît. Pas craquer, comme disait Jean-Marie Bigard, à 10 mètres du bol du Sangria. Donc, c'est pas possible. Donc, laissez-moi repartir. Et les rencontres ont toujours fait que les aventures se sont plus ou moins bien passé et j'en garde toujours de bons souvenirs. J'avais un ami, Albin, qui vivait au Vietnam et qui travaillait pour un cognac qui s'appelait le cognac Camus, le truc improbable. Et sa femme était vietnamienne. Et je dis, Albin, il faut que tu demandes à Juan si elle peut m'aider et expliquer à ces gentils messieurs que mon but est de pas de mourir en pleine mer ni de partir en Australie, mais de juste finir mes 2 kilomètres et je sortirai de l'eau. Et ils ont accepté et je me suis mis dans l'eau et ils ont affrété un bateau avec 3 gardes à bord, 3 soldats pour m'escorter sur les 2 kilomètres et sortir de l'eau. Donc ça a été un chouette moment parce que quand je suis arrivé, il y avait Josh qui était là avec Yuri, sa copine, Albin, Juan, sa femme, avec le fils de Juan, qui était tout gamin à cette époque-là, et pas mal de personnes, des locaux qui venaient juste par curiosité voir ce que c'était. Et quand je suis sorti de l'eau, je me rappelle, l'AFP avait marqué Rémi est sorti de l'eau couvert de boue comme un égoutier. Et je suis sorti de l'eau et Josh, Albin, est arrivé vers moi. Il m'a dit Rémi, tu l'as bien mérité. Et il m'a sorti une bouteille de cognac Camus. Il m'a dit tiens, je te l'offre, c'est de bon cœur pour ton projet. Et cette bouteille est intacte. Je ne l'ai jamais ouverte. Elle est dans son emballage. Elle est toujours au même endroit et elle est toujours recouverte avec ma main de boue quand j'ai attrapé la bouteille. Je ne l'ai jamais nettoyée, je ne l'ai jamais ouverte. Et elle est posée sur un meuble chez mon papa que je vais aller récupérer par la suite. Et mon père, quand il était encore vivant, à chaque fois, il me disait mais on va bien l'ouvrir ta bouteille un jour quand même. Je fais tu touches pas à cette bouteille. Elle est là et elle restera là. Mais c'est sert à quoi d'avoir une bouteille de cognac qu'on ne peut pas boire? J'y ai c'est comme ça. Arrête de m'emmerder. Et je fais t'as qu'à en acheter une. Je fais celle-là, personne ne boira le cognac qu'il y a dedans. Elle est là et elle restera là. Et donc la bouteille est posée sur un meuble depuis de nombreuses années et le cognac n'a jamais été ouvert depuis 2013. Quel bilan t'as tiré là à l'issue de cette aventure, donc à la fois toi humainement, en termes de défis physiques, et puis au-delà de ça, tout le sens que tu mettais dans cette démarche sur voilà, la gestion de l'eau et le péril qu'il y a autour des ressources aujourd'hui hydriques et de la pollution. Qu'est-ce que tu as tiré de cette aventure? C'est vraiment ce que tu dis. Il y a de l'aventure humaine, les rencontres que j'ai faites au quotidien, des gens qui étaient pas forcément très riches financièrement, mais ils avaient une autre richesse. Et ça, j'ai vraiment apprécié ces moments d'échange avec eux,
qui était très simple, très attendrissant, où tu te comprenais juste en regardant dans les yeux cette petite fille chinoise que j'emmène à l'école, tu vois, main dans la main, qui voulait pas que je quitte Hmm. le banc de l'école au bout de 3 4 jours parce que elle trouvait que j'étais plutôt sympa. Alors qu'elle te Et, parlait pas, elle osait à peine te parler le 1er juin, si j'ai bien suivi, c'est ouais, ça. qui voulait pas qui se cachait entre les jupes de sa grand-mère parce qu'elle voulait pas me parler. Et c'est là où je me dis quand même, il y a une certaine forme de magie dans ces aventures et dans le fait de rencontrer les gens. Et puis après, j'ai été forcément très surpris, même si j'avais déjà quelques a priori de l'Asie par rapport à ça, parce qu'on n'a pas les mêmes normes environnementales, les mêmes décisions politiques, etc., entre ce que nous, on peut vivre au quotidien et ce qu'eux, ils vivent. Nous, on est en train de penser à malheureusement, même si on devrait voir autrement, mais on est toujours sur une croissance économique et pour eux, ils sont en train de développer leur croissance économique pour la booster. Alors, je parle pas de la Chine qui l'a déjà plutôt bien faite, mais d'autres pays d'Asie du Sud-Est, le Laos, le Cambodge, etc., qui sont des pays déjà un peu plus pauvres et qui aimeraient, comme certains pays d'Afrique, vivre un petit peu comme ce qu'on fait nous, malheureusement, au détriment de plein de choses, et l'écologie y est forcément très impactée. Et après, en termes de défis sportifs, ça n'a pas été si compliqué que ça, même si j'ai eu des douleurs au dos monstrueuses à être sur un hydrospeed toute la journée, parce qu'on est porté par l'eau. Mais ce que je garde en tête, au-delà des douleurs que j'ai pu avoir, de tout ça, c'est vraiment les rencontres avec les gens, c'était fantastique. Le regard des gens, les petites attentions, de dormir sur un lit alors que les gens qui t'accueillent, ils dorment par terre parce qu'il n'y a qu'un seul lit à la maison. Quand tu dois partager le lit avec un couple chinois parce que en fait, il n'y a qu'un seul lit à la maison, mais ça, tu le sais pas et que tu dors avec eux dans le lit. C'est des choses qui sont assez particulière. Tu n'imagines pas ici accueillir un étranger et le faire dormir entre ta femme et toi, tu vois. Ça resterait bizarre et peut-être mal interprété, alors que là-bas, pas du tout. Ils partagent les repas, ils donnent. Voilà, je trouve des fois, il y a beaucoup plus de sens dans leur façon de vivre que ce qu'on vit nous au quotidien. Donc, c'est ce que je garde en tête de ce beau périple sur le Mékong. Ouais. Rémi, j'ai 2 questions traditionnelles pour clôturer ce podcast. La première d'entre elles, le kit de survie de Rémi Camus pour réussir cette aventure. Alors, ça peut être des choses à avoir sur soi ou avoir en soi pour espérer mener à bien une telle aventure. Un couteau, qui reste un objet quand même très indispensable lorsque tu es un peu au milieu de nulle part. De la patience et de l'humour. Parce que honnêtement, et c'est un truc, j'ai fait une vidéo et un podcast avec Fabien Licard il n'y a pas longtemps, qui est mentaliste, et je lui expliquais que j'aurais beaucoup aimé, et si c'était à refaire, parce que je crois que c'est juste cette petite notion que j'aurais aimé connaître, j'aurais aimé connaître des tours de magie, savoir émerveiller, et tu vois, à travers des tours de magie avec des cartes, en faisant Pas disparaître pour des te pièces. transformer en tortue. Non, rien à voir. Non, pas pour, non, parce que dans le Mékong, ça aurait été compliqué, tu vois, même en dauphin rose, enfin, peu importe. Mais vraiment, d'avoir ces petits tours de magie, parce que c'est vraiment le truc qui te permet d'entrer en contact facilement. Moi, les meilleurs moments que j'ai vécu sur le Mékong, c'est toujours autour des repas, parce que c'est là où tu as le temps, où on est tous posés autour d'une table, et on a le temps. Et l'humour je dis pas c'est que ça m'a sauvé, mais c'est que ça m'a permis de briser la glace avec les gens. Tu vois, je le raconte souvent, mais toi, je faisais l'idiot à vouloir manger du piment, et tu sais que ça va t'arracher la gueule, mais c'est pas grave, tu le fais parce que bah c'est la coutume et ils le font aussi, et tu te mets à pleurer, t'es rouge comme une pivoine, et t'en peux plus. Et ils rigolent, et ils peuvent pas se dire, il peut pas être méchant, il est con, il a bouffé un piment, il est con. Et il vient te chercher du lait et tout. Et il rigole, et toi t'en peux plus, t'as la bouche en feu et tout. Et il trouve ça marrant. Et des fois, je faisais l'autre, l'inverse, tu vois, je prenais le piment, je le mettais dans ma bouche, je le cachais entre mes dents, je faisais semblant de mâchouiller, j'avalais le piment entier sans le casser. Si bien que t'as pas les effets, tu vois, chaleur et vraiment très piquant du piment. Et ils comprenaient pas, ils me regardaient avec des yeux, ils se regardaient entre eux, et je voyais bien, tu vois, cet étonnement, et ils avaient tous cette petite question qui, mais comment il fait, comment il... Et puis j'en prenais un deuxième et un troisième. Et du coup, t'en as un, toi, un qui était un peu plus gaillard qui chope un piment, il le mangeait, et hop, il devenait rouge, il se mettait à pleurer, et puis je le regardais, je fais. Et je reprenais un piment, je le refaisais devant lui.
Et ils comprenaient pas. Et après, quand tu sors, t'enlèves le piment de ta bouche, tu leur montres et tu refais et tu l'avales. Et là, ils comprennent le truc et ils rigolent. Et en fait, c'est des moments très drôles, mais ça permet de débloquer des situations. Et c'est ce que je retiens. Quand tu vas dans des pays qui sont avec une problématique de barrière de la langue, l'humour, franchement, vient beaucoup aider sur certaines situations. Et j'aurais aimé connaître des petits tours de passe-passe, des tours de cartes, juste pour les émerveiller et voilà, et leur montrer après, tu vois, la supercherie et dire oh c'était trop bien tout, et ça c'est génial parce que tu vois dans le regard des adultes, mais dans le regard des enfants, tu vois, et essayer de leur expliquer comment on fait un tour de magie, je trouve ça fun, ouais. J'ai une autre question pour toi, une phrase à compléter. Rémi, l'aventure, c'est... L'aventure, c'est de l'adaptation au quotidien. C'est jamais parfait, c'est jamais linéaire. Ouais, c'est des rencontres, l'aventure. Puis c'est un peu comme une rivière. Des fois, des fois ça bouge, des fois c'est calme, des fois il y a des rapides, des fois il y a des chutes d'eau. Des fois tu arrives à comprendre. Il faut être capable d'anticiper certaines choses sans trop anticiper, et accepter les choses telles qu'elles sont pour les vivre pleinement. Voilà. Rémi, en une minute peut-être pour conclure ce podcast, l'avenir, les projets, tu fourmilles de projets, c'est quoi la suite? Est-ce que tu as une idée de comment elle va s'écrire, de quoi tu as envie? Ouais, la suite elle se dessine avec le Calvi Monaco, avec le film qui va sortir prochainement, tourné dans les festivals d'aventure et dans les cinémas. On va poursuivre sur une suite du Calvi Monaco avec de l'analyse un peu plus scientifique poussée pour essayer de voir ce qu'on arrive à capter avec des cheveux en tant que barrière naturelle sur nos fleuves. Donc on va voir pour mettre ça en place prochainement. Et puis là, je suis en train de travailler avec une boîte de production sur un documentaire qui mélange l'aventure, le sport et le handicap, avec une petite dose d'environnement et d'écologie. On va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup. J'aurais pu passer encore des heures avec toi, Rémi. C'est toujours aussi passionnant et sympathique et agréable. Bravo pour ce beau projet qui dépasse, on l'a évidemment compris, le seul défi sportif. C'est une autre histoire là que tu as écrite, bien évidemment. J'invite nos auditeurs à suivre ton actualité sur les réseaux pour en savoir plus, notamment sur ce que va devenir Mekong. Et je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de pouvoir voir ce film qui dure une petite vingtaine de minutes. Voilà, et puis il y a Calvi Monaco aussi à surveiller de très près dans les autres projets qui vont prendre vie et qui vont devenir des images que les gens vont pouvoir s'approprier. Bonne chance et puis plein de plaisir surtout dans toutes les belles aventures qui se profilent. C'est toujours un réel et sincère plaisir d'échanger avec toi, Rémi. Je te souhaite le meilleur et je te dis surtout à très bientôt. C'est ça qui compte. Ouais, carrément. Merci infiniment, Guillaume. Merci pour ce nouveau podcast. C'est un truc que j'avais en tête de te l'annoncer, de te dire il faut que tu poursuives sur d'autres podcasts parce que tu sais embarquer les gens et tu sais rendre l'aventure pétillante à travers le podcast. Donc merci. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. À très bientôt. Bon vol. Ouais, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans 2 semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course épique.